Imaginez-vous dans une époque lointaine, où les ombres cachent pour des secrets et les ruelles murmurent dans des mystères oubliés. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi les assassins, une organisation secrète aux pouvoirs énigmatiques, continuent d'échapper à notre compréhension ? Leur histoire, enveloppée de légendes et de mystères, reste un puzzle dont les pièces ne s'assemblent toujours pas. Qui étaient-ils réellement, et pourquoi leur existence demeure-t-elle aussi mystérieuse, même après des siècles ? Les récits qui ont survécu sont-ils le fruit d'une véritable histoire ou d'une mythologie façonnée par les vainqueurs ? Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'univers des assassins pour tenter de percer le voile de leur énigme et comprendre pourquoi leur véritable histoire reste toujours dans l'ombre. Imaginez un instant, un monde où l'ombre et la lumière se confondent, où les secrets sont aussi tranchants qu'une lame et où les noms des acteurs historiques se sont effacés dans les brumes du temps. C'est dans cet univers mystérieux que l'histoire des assassins prend forme. Leurs noms résonnent à travers les siècles, associés à l'assassinat politique, à l'intrigue et à des légendes qui semblent à la fois fascinantes et effrayantes. Mais pourquoi les assassins restent-ils un mystère, même après plus de 8 siècles de récits et de recherches ? Pourquoi, malgré l'importance de leur influence sur l'histoire du Moyen-Orient et l'Occident, leur véritable nature demeure-t-elle si insaisissable ? L'ordre des assassins, ou plus précisément les Hashashin, a émergé dans les montagnes escarpées de l'Iran au XIe siècle. Leur légende est liée à un chef charismatique, Hassan-i Sabbah, et à la forteresse imprenable d'Alamut. Mais au-delà des mythes et des récits, quel est le véritable héritage de ces hommes énigmatiques ? De nombreux historiens ont essayé de percer le mystère qui entoure les assassins, mais au fil des siècles, ils sont devenus une figure aussi mythologique qu'historique. Les assassins sont-ils simplement des guerriers fanatiques, ou bien des stratèges politiques manipulant les puissants de l'époque pour arriver à leur fin ? Leur influence sur les événements des croisades, leur capacité à exécuter des assassinats ciblés et leur méthode énigmatique ont alimenté des mythes qui persistent encore aujourd'hui. Et pourtant, malgré leur réputation de lame silencieuse, de nombreux aspects de leur histoire demeurent dans l'ombre, laissés volontairement flous ou effacés par les vagues d'estrade de l'histoire. La question que nous devons poser ici, alors, est la suivante. Pourquoi les assassins restent-ils si mystérieux ? Pourquoi une organisation aussi intrigante, qui a joué un rôle clé dans l'histoire médiévale, demeure-t-elle une énigme difficile à résoudre, même aujourd'hui ? Pourquoi leurs actes, leurs croyances et leur organisation sont-ils si peu compris, alors que leur nom et leur image sont omniprésents dans la culture populaire ? Nous allons tenter de dénouer ce mystère dans cette série, en explorant les différentes facettes des assassins, leur origine, leur méthode, leur influence et bien sûr les mythes et les réalités qui entourent leur histoire. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel les assassins ont émergé. Au XIe siècle, le Moyen-Orient était une région en proie à des luttes politiques et militaires intenses. Les croisades, l'ascension de l'empire seldjoukide et les conflits internes entre différentes factions islamiques ont créé un terreau fertile pour des groupes comme les assassins. Hassan-i Sabbah, leur chef emblématique, a su exploiter ces divisions pour créer une organisation secrète qui défiait les pouvoirs en place. Leur siège, la forteresse d'Alamut, est devenu le symbole de leur résistance et de leur invincibilité, mais aussi celui d'une société profondément secrète, une société qui semblait opérer dans l'ombre, loin des yeux de l'histoire officielle. Les assassins ont été perçus comme des instruments de la volonté divine par leurs adeptes, un groupe dévoué à l'exécution d'assassinats politiques dans le but de protéger ou d'étendre leur propre influence. Pourtant, en dehors des assassins eux-mêmes, peu de documents contemporains nous permettent de comprendre la véritable nature de leur organisation. L'histoire qu'on nous raconte est souvent teintée de mysticisme et de superstition. Nombre de récits anciens les décrivent comme des fanatiques religieux prêts à sacrifier leur vie pour une cause. Cependant, dans cette vision simpliste se cache peut-être une vérité plus complexe, une vérité que les assassins ont soigneusement préservée, peut-être même manipulée à leur avantage. Alors pourquoi ce mystère persiste-t-il ? L'une des raisons pourrait être l'effacement délibéré de leur histoire par leurs ennemis. Après tout, leur ascension a été marquée par des attaques ciblées contre des personnages puissants, des dirigeants et des souverains. Qui aurait voulu que leurs secrets et leurs stratégies soient révélés au grand jour ? L'histoire officielle, écrite par les vainqueurs et les institutions dominantes, a probablement délibérément effacé les traces de cette organisation secrète qui a su défier les grandes puissances de son époque. De plus, l'attrait de la mythologie est un facteur central dans la construction de l'image des assassins.
L'idée qu'un groupe d'hommes pouvait vivre dans l'ombre, utilisant des rituels mystérieux et des assassinats ciblés pour atteindre leurs objectifs, est une notion fascinante qui s'intègre parfaitement à la narration populaire. Leur image a été façonnée non seulement par leurs ennemis, mais aussi par des siècles de folklore et d'interprétations divergentes. Nous ne pouvons pas ignorer non plus l'influence de l'histoire coloniale européenne et de l'orientalisme. Les assassins, souvent perçus par les Européens comme des assassins fanatiques, ont été intégrés dans l'imaginaire collectif comme un groupe de terroristes médiévaux, une vision qui perdure dans les représentations modernes. Cette vision eurocentrique, alimentée par la peur et la fascination pour l'autre, a teinté notre compréhension des assassins, qui sont restés plus une légende qu'une réalité. Mais est-ce vraiment ce que l'histoire nous cache ? Les assassins étaient-ils des acteurs politiques qui ont lutté pour un monde plus juste, ou étaient-ils avant tout des instruments de violence aveugle, des instruments d'un idéal religieux ? Peu d'historiens osent de se risquer à répondre de manière définitive, car chaque facette de leur histoire semble être marquée par des zones d'ombre et de mystère. Ainsi, tout au long de cette série, nous allons tenter de faire la lumière sur ces figures énigmatiques. Nous reviendrons sur leur origine, leur organisation, leurs techniques et les légendes qui ont entouré leurs actions. Nous tenterons également de découvrir ce que nous pouvons réellement savoir sur eux et ce qui peut-être restera à jamais un mystère. Le voyage ne fait que commencer, et les mystères que les assassins ont laissés derrière eux n'ont peut-être pas encore livré tous leurs secrets. Pour comprendre l'émergence des assassins, il faut d'abord plonger dans le contexte politique et religieux du Moyen-Orient au XIe siècle. Cette époque fut marquée par des bouleversements profonds. L'Empire abbasside perdait peu à peu son pouvoir, les croisades commençaient à faire leur apparition, et plusieurs groupes islamiques se disputaient dans l'hégémonie sur la région. C'est dans ce climat de turbulence que se forme la secte des Nizarites ismaélites, dont les assassins feront partie. Leur histoire est avant tout celle de l'ascension d'un homme, Hassan I-Sabbah, et de son projet ambitieux de créer une organisation secrète capable de défier les grandes puissances de son époque. L'émergence du chiisme ismaélite et de la faction nizarite. Le mouvement des Ismaélites fait partie d'une branche du chiisme, un des deux principaux courants de l'islam. Les Ismaélites ensuite se distinguent par leur croyance en une lignée particulière de descendants du prophète Ali, le gendre de Mahomet. À la suite d'une dispute de succession entre les partisans d'Ali et ceux qui l'ont suivi, le chiisme s'est divisé en différentes factions. L'ismaélisme, qui devait plus tard donner naissance aux assassins, a émergé comme l'une des branches les plus radicales du chiisme. Au sein de cette branche, une autre division s'opéra, les Nizarites. Ce groupe, nommé d'après le prince Nizar, fils de l'imam Mustansir, s'opposait à la faction d'Alamut, qui se reconnaissait sous le nom de Musta'aliens. Les Nizarites croyaient en que Nizar était l'héritier légitime du titre d'imam et qu'il devait diriger la communauté musulmane. Cependant, à la suite de la trahison du calife et de l'emprisonnement de Nizar, les Nizarites se divisèrent davantage en petites communautés, et plusieurs factions se formèrent, dont les assassins. Hassan I-Sabbah, l'architecte de l'ordre. Au cœur de cette turbulence, un homme émergea comme le leader charismatique du mouvement nizarite, Hassan I-Sabbah. Né dans la ville de Qom, dans l'Iran moderne, Hassan était un intellectuel brillant, un homme de foi et un stratège hors pair. Après avoir étudié et acquis une profonde connaissance des textes islamiques, Hassan se tourna vers un monde plus politique, avec une vision de rébellion contre les structures établies. Sa principale arme, la manipulation des croyances religieuses et politiques pour créer un réseau de loyalistes prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. C'est dans la forteresse d'Alamut, un lieu stratégique difficilement accessible, que Hassan établit son QG. Cette forteresse, située dans les montagnes de l'Iran, deviendra le centre névralgique des assassins, un bastion imprenable qui symbolise la résistance et le secret. L'idée de Hassan I-Sabbah était de créer un pouvoir parallèle dans la région en utilisant à la fois la religion, la politique et la ruse pour renverser les puissants. La création de la confrérie des assassins, Hassan I-Sabbah, en tant que leader de cette nouvelle secte, ne se contenta pas de répéter les enseignements religieux traditionnels de l'islam. Il les adapta à sa propre vision. Sa méthode consistait à embrasser une forme de dévotion radicale et à cultiver un esprit de soumission absolue parmi ses adeptes. Ceux-ci étaient souvent recrutés parmi les plus jeunes, souvent des jeunes hommes issus de milieux défavorisés, mais à la fois dévoués et prêts à sacrifier leur vie pour la cause. Les premiers assassins étaient nés formés dans l'ombre d'Alamut, et leur mission était simple, éliminer ceux qui menaçaient le pouvoir des Nizarites
qu'il s'agisse de dirigeants musulmans ou de croisés. Ces hommes étaient prêts à tout pour accomplir leur mission, y compris à sacrifier leur propre vie pour atteindre leurs objectifs. Une part du mystère entourant les assassins réside dans cette méthode radicale. Pourquoi cette organisation, au départ relativement petite, réussit-elle à semer la peur et l'admiration dans le monde entier ? Hassan Sabbah, en véritable stratège, a su exploiter le climat de méfiance et de division religieuse pour mener une série d'attaques ciblées et efficaces. À travers ses ordres, les assassins allaient assassiner des personnalités politiques influentes, et ce, avec une grande précision, ce qui contribua à leur réputation d'efficacité redoutable. C'est en partie grâce à cette vision tactique que l'ordre des assassins parvint à durer, malgré les attaques constantes de ses ennemis et la pression exercée par les grandes puissances de l'époque. La philosophie du sacrifice et du contrôle mental. La méthodologie de Hassan Sabbah et de ses successeurs repose largement sur la création d'un environnement où la foi et l'allégeance à la cause étaient totalitaires. Les assassins croyaient fermement en leur mission divine, et cette conviction était renforcée par des enseignements religieux adaptés à leurs objectifs. Il existe plusieurs théories sur la manière dont Hassan Sabbah a exercé son pouvoir sur ses disciples, notamment l'utilisation d'une forme de contrôle psychologique. Certains récits affirment que les assassins étaient entraînés à travers des rituels mystiques, souvent décrits comme un moyen de rendre leurs membres dociles et prêts à mourir pour leur cause. Selon certains historiens, Hassan Sabbah aurait utilisé des techniques de manipulation psychologique pour semer dans l'esprit de ses recrues la certitude qu'ils allaient au paradis après leur mort, ce qui rendait leurs actions d'autant plus tragiques et radicales. La notion que les assassins se faisaient droguer avant de commettre leur meurtre, notamment avec du hashish, est un mythe largement répandu, mais il n'est pas fondé sur des preuves historiques solides. Cette vision sacrificielle a façonné l'âme de la confrérie et renforcé le mystère entourant leurs actions. Leur volonté de mourir pour la cause, de sacrifier leur propre vie pour tuer un ennemi, a alimenté des rumeurs et des légendes sur leur organisation, les transformant en figures quasi mythologiques aux yeux des autres civilisations. Le pouvoir de la forteresse d'Alamut Alamut, la forteresse d'Hassan, joue un rôle central dans la mythologie des assassins. Elle est devenue le cœur stratégique de l'ordre et une forteresse imprenable, difficile à atteindre même pour les armées les plus puissantes. Cette citadelle, qui symbolise la résistance des assassins contre les forces extérieures, est un élément clé du mystère de l'ordre. Elle est non seulement un bastion militaire, mais aussi un centre de formation, de prière et de rassemblement pour les assassins. Alamut fut finalement prise d'assaut par les Mongols au XIIIe siècle, marquant la fin de l'ordre en tant que grande puissance. Cependant, même après sa destruction, l'héritage de la forteresse et de l'ordre des assassins a perduré, imprégnant les légendes et l'imaginaire collectif, et continuant à alimenter des mystères qui demeurent à ce jour. Les origines des Sattages des assassins sont donc liées à une combinaison de facteurs religieux, politiques et psychologiques. Leur apparition dans un contexte de division interne au sein de l'islam, associée à l'ambition stratégique de Hassan Sabbah, leur a permis de devenir une force redoutable. Leur légende est alimentée par des rumeurs, des mythes et une certaine incompréhension de leur philosophie et de leurs méthodes. Dans les prochaines parties de cette série, nous plongerons davantage dans les méthodes des assassins et explorerons les mystères qui entourent encore aujourd'hui cette organisation secrète. Au cœur de l'histoire des assassins se trouve une figure dont l'influence dépasse largement le cadre de son époque. Hassan Sabbah, le fondateur et dirigeant incontesté de l'ordre des assassins, est une personnalité complexe dont les actions ont façonné le destin de la région tout en marquant profondément l'histoire de la secte. Son nom est indissociable de la forteresse d'Alamut, mais pour comprendre pleinement son rôle et son génie stratégique, il est essentiel de plonger dans les événements qui l'ont conduit à fonder cet ordre radical, mais brillant, et de saisir sa vision particulière du pouvoir et de la religion. L'ascension de Hassan Sabbah. Hassan Sabbah naquit vers 1050 dans la ville de Qom, au cœur du plateau iranien. Dès son plus jeune âge, il fit preuve d'une intelligence exceptionnelle et se consacra aux études religieuses, en particulier à la philosophie islamique. Ses connaissances approfondies du Coran et des sciences religieuses ont forgé sa réputation dans le monde intellectuel de son époque. Cependant, ce n'était pas seulement dans la théologie que Hassan excella, mais aussi dans l'art de la stratégie politique et de la manipulation sociale. Le jeune Hassan se trouva rapidement au cœur d'une situation politique instable dans le monde musulman.
L'empire abbasside, autrefois puissant, vacillait sous les coups des invasions turques et de la division interne entre les différentes factions islamiques. L'ismaélisme, dont Hassan faisait partie, était lui-même déchiré par des querelles de succession, et les partisans de l'Hammam Nizar, après sa déposition, étaient en quête de nouveaux leaders capables de restaurer l'ordre et de défier les pouvoirs en place. C'est dans ce contexte de fragmentation et d'incertitude que Hassan Issaba commença à se faire un nom. En 1072, après avoir pris connaissance des dissensions au sein du mouvement nizarite, il se rendit à la cour du vizir Nizam al-Mulk, un homme de pouvoir influent dans l'empire seldjoukide. Là, il se distingua non seulement par sa brillante éloquence, mais aussi par ses idées radicales. Hassan, d'abord un simple intellectuel, se lança alors dans une série de manœuvres pour affirmer son autorité. Grâce à sa capacité à manipuler les croyances religieuses et à s'attirer la confiance de ses alliés, il parvint à obtenir une position influente parmi les partisans du mouvement nizarite. La prise d'Alamout est la fondation de l'ordre. Le véritable tournant dans la vie de Hassan Issaba survint lorsqu'il réussit à prendre le contrôle de la forteresse d'Alamut en 1090. Située dans les montagnes escarpées du nord de l'Iran, Alamut était un lieu stratégique, difficile d'accès et presque imprenable. La forteresse allait devenir le centre nerveux de l'ordre des assassins et le symbole de la résistance contre les puissants de son époque. Hassan n'était pas seulement un stratège militaire, il avait également une vision religieuse et philosophique de l'organisation qu'il créait. Pour lui, Alamut n'était pas seulement un bastion militaire, mais aussi un centre de formation pour ses futurs partisans. Il transforma la forteresse en un véritable centre de culte où la foi ismaélite, interprétée d'une manière unique, se mêlait à des pratiques secrètes et parfois même mystiques. À travers ses enseignements, il imposa à ses disciples une discipline de fer, où l'obéissance à lui et à l'ordre était primordiale. Là, dans l'isolement et la rigueur de la forteresse, il éleva des générations de fidèles prêts à sacrifier leur vie pour la cause. Un des aspects les plus fascinants de cette transformation d'Alamut était l'utilisation par Hassan Issaba de la foi et de la manipulation psychologique. Ses disciples, qu'il choisissait soigneusement, étaient formés à un engagement total envers l'ordre, leur faisant croire qu'ils accomplissaient une mission divine. Hassan leur enseignait que l'assassinat ciblé de figures de pouvoir serait non seulement justifiable, mais nécessaire pour la survie de la communauté. La philosophie de Hassan est la manipulation psychologique. Hassan Issaba croyait fermement que la fin justifiait les moyens et que la conquête de l'ordre devait se faire à tout prix. Il aurait, selon certains récits historiques, utilisé des moyens de manipulation psychologique, incitant ses disciples à accepter l'idée de la mort comme une porte d'entrée vers le paradis. Le rituel de sacrifice était donc d'une grande importance pour Hassan, qui pensait que ceux qui mouraient en accomplissant la volonté divine seraient immédiatement récompensés dans l'au-delà. Les assassins étaient en quelque sorte conditionnés à une forme d'abnégation totale, où leur vie n'avait de valeur que si elle servait à atteindre les objectifs de l'ordre. Cette capacité à modeler l'esprit et les croyances de ses adeptes lui permit de créer un réseau extrêmement efficace d'assassins, des hommes prêts à se sacrifier pour tuer des leaders politiques ou religieux. Le processus de formation des assassins est entouré de nombreux mystères et spéculations. Selon certaines sources, Hassan aurait créé des rituels dans lesquels les futurs assassins, après avoir été plongés dans un état de semi-conscience, étaient envoyés en mission. Ce rituel inclurait l'usage de drogues, comme le hashish, afin de les plonger dans un état de confusion où ils croyaient que la mission qu'ils allaient accomplir était l'accomplissement d'un but divin. Cependant, cette théorie reste largement spéculative et n'a jamais été prouvée de manière concluante. La figure de Hassan Issaba, de par ses méthodes et son pouvoir sur ses disciples, a suscité une admiration mêlée de crainte parmi ses ennemis. Non seulement il réussit à conserver la loyauté de ses hommes, mais il imposa également un contrôle sur des territoires stratégiques grâce à ses assassinats ciblés. Ces meurtres étaient doués d'une précision remarquable, tuant des figures de haut rang sans laisser de traces évidentes, renforçant ainsi la réputation de l'ordre des assassins comme une organisation presque mythologique. La légende de l'infaillibilité et l'intemporalité d'Hassan. Les récits qui entourent Hassan Issaba lui attribuant souvent une aura quasi divine. Dans l'imaginaire populaire, il est devenu non seulement un stratège militaire, mais aussi un maître de la manipulation, capable de plier la volonté de ses hommes et de leur faire accomplir des actes de violence inouïs pour atteindre un but supérieur.
c'est peut-être cette légende, cette image de leader infaillible et presque immortel qui a alimenté une grande partie de la mystique des assassins. Hassan est souvent décrit comme un homme qui, par ses choix stratégiques et sa maîtrise de l'art de la guerre psychologique, a créé une organisation secrète qui défiait les lois naturelles. Cette figure énigmatique est une source d'inspiration pour de nombreux mythes, et ses actions ont été interprétées de différentes manières au fil des siècles. Loin d'être simplement un homme de pouvoir, Hassan Issaba apparaît aujourd'hui comme un personnage complexe, dont les motivations, tant religieuses que politiques, restent un sujet de débat parmi les historiens. Ce qui est certain, c'est que ces actes ont eu un impact durable, non seulement sur l'empire seldjoukide, mais aussi sur l'imaginaire collectif de l'Orient et de l'Occident. Le mystère de Hassan Issaba et de son ordre des assassins réside dans cette dualité entre sa réalité historique et la légende qui l'a accompagné. Son nom reste lié à une organisation qui, par ses tactiques hors du commun et sa capacité à opérer dans l'ombre, a marqué l'histoire de manière indélébile. Mais en dépit de tout ce que l'on sait, l'ombre qui plane autour de la figure de Hassan demeure, et l'histoire continue d'écrire les mystères de cet homme, de son ordre et de sa vision radicale du monde. Le nom des assassins, ou Ash-Shashin, étant lui-même une énigme, un terme chargé de mystère et de symbolisme, dérivant du mot arabe hashish, qui signifie herbe ou drogue. Ce terme est souvent associé à la consommation de substances hallucinogènes et a donné naissance à de nombreuses légendes sur les méthodes des assassins. Cependant, l'origine exacte de ce terme et son lien avec les pratiques des assassins restent floues, alimentant des débats parmi les historiens et les chercheurs. Dans cette partie, nous allons explorer l'origine de ce nom, son évolution au fil du temps et la manière dont il a été intégré à l'imaginaire populaire. Le nom Ash-Shashin, une étymologie contestée. L'une des premières en référence au nom Ash-Shashin apparaît dans les écrits des croisés et des historiens européens médiévaux. Selon certaines sources, le nom dériverait du mot hashish, une plante utilisée pour ses propriétés psychotropes. Les assassins seraient ainsi perçus comme des adeptes de cette drogue, utilisée pour induire un état de transe ou de soumission avant de commettre leurs assassinats. Cette interprétation est profondément ancrée dans la culture occidentale, où les assassins sont souvent représentés comme des fanatiques drogués, agissant sous l'effet de substances hallucinogènes. Cependant, cette association entre le nom Ash-Shashin et la consommation de drogue n'a pas été prouvée de manière concluante par les historiens. Il était là possible que les croisés et les voyageurs européens aient exagéré ou mal interprété les pratiques des assassins, en les associant à l'usage du hashish pour justifier leur réputation de meurtriers impitoyables. Une autre théorie soutient que le terme Ash-Shashin pourrait simplement désigner des hommes de la montagne ou des hommes du refuge, en référence à la géographie de la forteresse d'Alamout, située dans les montagnes escarpées de l'Iran. Cette théorie met en lumière le fait que le nom pourrait être davantage lié à un style de vie isolé et mystérieux qu'à l'usage de drogue. Les récits des croisés et de leurs contemporains. La vision populaire des assassins, influencée par des récits des croisés, a grandement contribué à la diffusion de cette image d'une secte de fanatiques drogués. Les croisés, qui se sont affrontés avec les assassins au cours de leurs expéditions en Terre Sainte, ont souvent décrit leurs ennemis comme des tueurs de l'ombre, utilisant des méthodes terrifiantes pour éliminer leurs cibles. L'un des aspects tant les plus marquants de cette représentation est l'idée que les assassins étaient prêts à commettre des meurtres violents en échange d'une promesse de récompense spirituelle, comme une place assurée au paradis. Cette perception de l'ordre des assassins comme une organisation de fanatiques prêts à se sacrifier a été renforcée par les chroniques des croisés. Par exemple, les chroniqueurs médiévaux tels que William de Tyr et Marco Polo ont écrit que les assassins consommaient des drogues afin de renforcer leur soumission et leur obéissance à leur leader, principalement Hassan Issaba. Selon ces récits, le leader des assassins aurait utilisé la consommation de hashish pour plonger ses disciples dans un état de transe, leur permettant ainsi de commettre des meurtres de manière irrationnelle mais obéissante. Cette interprétation a façonné la perception occidentale des assassins, les transformant en une sorte de mythe du terrorisme mystique et des pratiques secrètes. Pourtant, les historiens modernes ont largement remis en question la véracité de ces récits. Bien que l'on sache que le hashish était parfois utilisé dans certaines cultures islamiques à l'époque, les preuves concrètes de son utilisation régulière par les assassins sont rares et ambiguës.
certains chercheurs suggèrent que ces récits étaient principalement de la propagande destinée à déshumaniser les assassins et à justifier la guerre contre eux. Le mythe de la caverne est la création d'un paradis terrestre. Les chroniques des croisés, en grande partie responsables de l'immortalisation de l'image des assassins drogués, sont également à l'origine de l'une des légendes les plus célèbres concernant le groupe, celle de la caverne d'Hassan Issabar. Selon cette légende, Hassan aurait utilisé la drogue pour créer un faux paradis terrestre, dans lequel ses disciples étaient invités à pénétrer. Là, ils goûtèrent au plaisir du paradis, avant de revenir dans le monde réel, où ils étaient alors prêts à exécuter les missions de l'ordre. L'idée était que les assassins, après avoir vécu cette expérience paradisiaque, étaient convaincus qu'ils étaient appelés à accomplir des actes de violence pour obtenir la rédemption éternelle. Cette théorie, bien que séduisante dans le contexte des récits européens, n'a pas trouvé de preuves solides dans les archives contemporaines des assassins. Il est plus probable que cette histoire soit une construction des croisés, une tentative de comprendre et de rendre compréhensible une organisation dont les motivations et les méthodes demeuraient incompréhensibles pour eux. De nombreux historiens modernes soulignent que l'image du paradis terrestre est une métaphore de l'engagement religieux profond des assassins, qui, au lieu de se droguer pour fuir la réalité, se consacraient à un idéal religieux qui les poussait à se sacrifier pour la cause de leur imam et de l'ordre des Nizarites. Ce paradis n'était pas un lieu physique, mais plutôt une récompense spirituelle promise à ceux qui se consacraient totalement à la mission des assassins. La complexité du nom Ash-Shashin, au-delà de l'interprétation des récits, des croisés et de l'imagerie populaire qui s'est construite autour du terme Ash-Shashin, il est important de rappeler que le nom des assassins est également un terme qui a été interprété de manière différente par les historiens et les chercheurs musulmans eux-mêmes. En arabe, le terme Ash-Shashin peut signifier ceux qui consomment du hashish, mais il pourrait également être une désignation péjorative pour les membres d'une secte perçue comme déviante ou radicale. La manière dont ce terme a été utilisé par les contemporains de l'ordre des assassins témoigne de la crainte et du mépris qu'ils inspiraient chez ceux qui les considéraient comme une menace. Il est aussi possible que le terme ait été adopté de manière stratégique par les assassins eux-mêmes. Dans cette hypothèse, les assassins auraient embrassé l'image de leur groupe en tant qu'organisation secrète et radicale, usant de ce terme pour accentuer leur mysticisme et leur pouvoir dissuasif. En cultivant cette réputation de fanatiques mystérieux, ils renforçaient non seulement leur capacité à effrayer leurs ennemis et à maintenir l'aura de l'invisible. La légende du hashish, bien qu'elle ne repose pas entièrement sur des faits historiques vérifiables, est devenue un élément indissociable de l'histoire des assassins et un aspect fascinant de leur mystique. Ainsi, le nom des Ash-Shashin, loin de se limiter à une simple référence à la consommation de drogue, peut être vu comme un symbole de la manière dont les assassins ont été perçus à travers les âges, comme des êtres énigmatiques, isolés dans leurs montagnes, opérant dans l'ombre et défiant les conventions sociales et religieuses de leur temps. Cette aura de mystère, en grande partie façonnée par la peur et la méconnaissance, continue de nourrir le mythe des assassins et participe à leur image d'être à la fois redoutable et fascinant. Les assassins, au-delà de leur nom et de leur mystique, étaient avant tout des maîtres dans l'art de l'assassinat politique. Leur méthode, d'une précision mortelle, a permis à cette petite organisation de déstabiliser des empires et de semer la peur dans les cœurs des puissants. Dans cette partie, nous explorerons les stratégies employées par les assassins pour atteindre leurs objectifs, ainsi que la manière dont ces tactiques ont façonné leur légende et leur réputation. L'art de l'assassinat, une stratégie de peur et de discrétion. L'assassinat ciblé était au cœur des méthodes des assassins. Contrairement aux armées classiques qui s'engageaient dans des batailles rangées, l'ordre des assassins se spécialisait dans des actions clandestines, exécutées avec une précision et une efficacité redoutables. La manière dont les assassins menaient leur mission n'était pas simplement une question de violence brute, mais un exercice subtil de manipulation psychologique et de contrôle social. Les meurtres étaient réalisés avec l'intention de semer la terreur chez les dirigeants et les populations, tout en envoyant un message clair. Aucun homme, peu importe son statut, n'était à l'abri de leur vengeance. Les assassins utilisèrent des techniques de dissimulation, se fondant dans les foules ou se présentant sous des déguisements pour se rapprocher de leur cible. La proximité avec la victime était primordiale et leur capacité à frapper rapidement et discrètement faisait partie intégrante de leur efficacité. Ces assassinats étaient souvent menés à l'aide de poignards
ou d'autres armes silencieuses, minimisant ainsi les risques d'être détectés. Une fois la mission accomplie, les assassins disparaissaient rapidement, laissant derrière eux une atmosphère de terreur et d'incertitude. Mais ces assassinats n'étaient pas des actions de simples tueurs à gages. Chaque meurtre avait un but stratégique précis: éliminer des ennemis politiques, perturber les structures de pouvoir et parfois même envoyer des messages à d'autres puissants, les avertissant qu'ils pouvaient être les prochains. Les assassins savaient que la peur pouvait être plus efficace que la guerre ouverte. Leur capacité à frapper sans prévenir déstabilisait leurs ennemis et les poussait à se méfier constamment des ombres. L'importance de la terreur psychologique. Les assassins comprenaient parfaitement l'importance de la peur dans le jeu du pouvoir. En ciblant les figures de pouvoir, tels que les califes, les vizirs et même les croisés, ils instillaient une peur persistante, presque paralysante, au sein des dirigeants de l'époque. Les meurtres n'étaient pas seulement des actes violents, mais des messages symboliques. En tuant une cible stratégique, les assassins forçaient leurs ennemis à réfléchir à leur propre sécurité, incitant la méfiance au sein même de leur rang. La peur était utilisée non seulement pour atteindre des objectifs immédiats, mais aussi pour maintenir une aura de mystère autour de l'ordre. Le simple fait qu'un leader puisse être tué en plein jour, sans prévenir et dans une discrétion totale, nourrissait les rumeurs et la légende des assassins. Cette peur faisait partie intégrante de leur pouvoir, et elle fut soigneusement cultivée par Hassan I-Sabbah et ses successeurs. En cultivant leur image d'êtres invisibles et inaccessibles, les assassins parvenaient à maintenir un contrôle indirect sur les grandes puissances sans avoir besoin d'une armée conventionnelle. Les récits des assassinats accomplis par les assassins étaient souvent embellis, et cette notion de terreur psychologique fut largement exploitée par les chroniqueurs européens. L'idée que les assassins pouvaient frapper à n'importe quel moment, même en présence de grandes armées, était ce qui rendait leur organisation si redoutée. Ainsi, la peur, soigneusement entretenue, permettait aux assassins de maintenir leur influence et leur pouvoir bien au-delà de leurs capacités physiques réelles. Le culte de la mort et le sacrifice. Un autre aspect fondamental de la méthode des assassins était leur vision de la mort et du sacrifice. En effet, contrairement aux soldats traditionnels qui se battaient pour leur survie, les assassins étaient prêts à mourir pour leur cause. Ce dévouement à la mort, associé à une foi inébranlable en la récompense divine qui suivait le sacrifice, faisait partie intégrante de leur vision du monde et de leurs actions. Les assassins croyaient que leurs actions, bien que violentes et radicales, étaient justifiées par un ordre supérieur et qu'ils étaient en quelque sorte les instruments d'une volonté divine. Ce culte de la mort se reflétait dans la manière dont les assassins étaient formés et préparés pour leur mission. Les jeunes recrues, souvent isolés dans des environnements strictement contrôlés, étaient conditionnés à l'idée que leur mission de tuer un ennemi était un acte de grande valeur spirituelle. L'assassinat devenait ainsi non seulement un acte politique, mais aussi un sacrifice religieux. En accomplissant cette mission, ils gagnaient une place assurée au paradis, et c'était cette promesse qui les poussait à prendre des risques extrêmes et à exécuter leurs meurtres avec une détermination sans faille. Cette vision de la mort, où la vie individuelle est subordonnée à la cause de l'ordre, alimentait non seulement le courage des assassins, mais aussi leur efficacité. En effet, un assassin qui était prêt à mourir pour sa cause avait peu de choses à craindre. Ce dévouement à la cause rendait leurs actions d'autant plus impressionnantes, car chaque mission était réalisée avec une conviction totale et un engagement sans retour. C'est cette combinaison de foi et de dévouement qui permettait aux assassins de commettre des assassinats aussi audacieux, souvent dans des circonstances où la plupart des soldats auraient hésité à agir. L'organisation secrète, un modèle de discipline. L'un des aspects les plus impressionnants de l'ordre des assassins était la manière dont il était structuré et organisé. Loin d'être une bande de fanatiques agissant sans coordination, les assassins étaient une organisation rigide et disciplinée, fondée sur une hiérarchie stricte. Hassan I-Sabbah a créé un système dans lequel chaque membre de l'ordre avait une place bien définie et un rôle précis à jouer. L'ordre était divisé en plusieurs niveaux, allant des recrues novices aux membres expérimentés et aux leaders. Cette hiérarchie permettait à Hassan de contrôler son réseau et d'assurer que chaque assassin agisse selon les règles et les objectifs définis. Chaque membre, qu'il soit novice ou confirmé, était soumis à une discipline rigoureuse et à un entraînement constant. Ce modèle d'organisation garantissait que l'ordre restait cohérent et efficace, même dans les moments de crise.
La structure secrète de l'ordre permettait également aux assassins de mener des missions à l'échelle mondiale tout en préservant leur anonymat et leur sécurité. Grâce à des cellules locales disséminées dans des régions stratégiques, les assassins étaient en mesure d'opérer dans une grande partie du Moyen-Orient tout en maintenant un contrôle centralisé. Cette organisation secrète faisait partie de leur force car elle permettait une grande flexibilité et rapidité d'action tout en assurant la sécurité de leurs membres. Les méthodes des assassins, marquées par la peur, la discrétion, la stratégie et le sacrifice, font d'eux des figures fascinantes et redoutées dans leur histoire. Leur capacité à frapper dans l'ombre, tout en manipulant les perceptions et les émotions, leur a permis de jouer un rôle crucial dans les événements politiques de leur époque, mais aussi de devenir des légendes vivantes, dont l'impact résonne encore aujourd'hui. L'histoire des assassins est indissociable de l'époque des croisades, cette série de conflits violents entre chrétiens et musulmans qui déchira le Moyen-Orient du XIe au XIIIe siècle. Les croisades, commencées sous l'impulsion de l'Église catholique pour reprendre Jérusalem, ont été une période marquée par des affrontements militaires d'une ampleur inouïe. Pourtant, dans l'ombre de ces grandes batailles, les assassins ont joué un rôle bien plus discret, mais tout aussi déterminant. Cette partie explore la relation complexe entre les assassins et les croisés, en mettant en lumière les alliances stratégiques, les assassinats politiques et la manière dont l'ordre a influencé le cours des événements. Les assassins au cœur des conflits. Croisés. Lorsque les croisés ont commencé leur expédition vers la Terre Sainte, ils se sont heurtés à une résistance farouche de la part des forces musulmanes. Parmi les factions qui se sont opposées à l'avance des croisés, les assassins se sont rapidement distingués, non pas par des batailles rangées, mais par des actions clandestines et des assassinats ciblés. Leur rôle dans le conflit n'a jamais été celui d'une armée conventionnelle, mais plutôt celui d'une organisation secrète, opérant dans l'ombre pour frapper là où cela faisait le plus mal. L'ordre des assassins a surtout visé les leaders chrétiens les plus influents, cherchant à affaiblir les croisés en éliminant leur figure de proue. Les premiers croisés, ignorant souvent la tactique des assassins, ont sous-estimé leur efficacité. Pourtant, ces assassinats ont eu un impact considérable sur le moral des croisés et ont contribué à la complexité des relations entre les puissances chrétiennes et musulmanes. L'un des exemples les plus marquants est l'assassinat de Conrad de Montferrat en 1192, une cible stratégique qui a profondément perturbé la coordination des forces croisées et leur influence sur la région. Les croisés n'étaient pas les seuls à redouter l'ordre des assassins. De nombreux dirigeants musulmans, eux aussi, se sont retrouvés dans leur ligne de mire. Cette polyvalence dans les cibles des assassins montre leur vision pragmatique, éliminer ceux qui représentaient une menace, qu'ils soient alliés ou ennemis, afin de maintenir leur propre pouvoir et influence. Les alliances et les relations avec les croisés. Bien que les assassins aient été un ennemi redouté des croisés, il existe également des récits suggérant qu'ils ont parfois formé des alliances temporaires avec certains d'entre eux. Ces alliances étaient motivées par des intérêts communs et une méfiance partagée à l'égard des puissances rivales. Par exemple, certains historiens ont suggéré que les assassins ont pu soutenir les croisés contre des forces musulmanes plus puissantes dans une sorte de jeu d'alliance pragmatique, guidé par des objectifs politiques et stratégiques. L'une des raisons de ces alliances pouvait être la rivalité entre les différents groupes musulmans, notamment les dirigeants fatimides et seldjoukides, qui étaient également en conflit avec les assassins. Dans cette dynamique, l'ordre des assassins, avec son réseau d'espions et de tueurs, pouvait être vu comme un outil utile par certains croisés cherchant à désorganiser les forces musulmanes opposées. Toutefois, ces alliances étaient toujours temporaires et fragiles, car la nature des assassins ne permettait pas une loyauté de longue durée envers des puissances extérieures. Leur objectif principal restait la défense de leur propre ordre et l'extension de leur influence, et non la fidélité à une cause étrangère. Cette interaction entre les assassins et les croisés montre la complexité de la situation politique au Moyen-Orient. Les alliances fluctuantes et les jeux d'influence au sein de cette région ont nourri une atmosphère de méfiance et de manipulation, où chaque groupe cherchait à tirer parti des autres pour servir ses propres intérêts. La peur des croisés, un ennemi invisible. L'un des aspects les plus fascinants de la relation entre les assassins et les croisés réside dans la peur psychologique que l'ordre a su entretenir parmi ses ennemis. Contrairement aux armées traditionnelles, qui pouvaient être combattues par des batailles ouvertes, les assassins frappaient à l'improviste, souvent dans des situations où leurs ennemis se sentaient les plus en sécurité.
Cette tactique était d'autant plus déstabilisante pour les croisés, qui n'étaient pas habitués à affronter un ennemi aussi insaisissable. Les croisés, pour qui la guerre était avant tout une question de conquête territoriale et de suprématie militaire, ont été profondément déstabilisés par la guerre psychologique menée par les assassins. Chaque assassin semblait capable de frapper n'importe où et n'importe quand, rendant toute tentative de négociation ou de paix plus difficile. La peur de l'invisible était une arme puissante, et cette menace constante de violence gratuite contribuait à semer la confusion et la paralysie parmi les croisés. Les assassins, en réussissant à imposer une telle peur, ont perturbé les stratégies des croisés, les forçant à adopter des mesures de sécurité extrêmes et à se méfier de leurs alliés comme de leurs ennemis. Cette atmosphère de méfiance et de suspicion a eu un impact durable sur les relations entre les croisés et leurs alliés musulmans, rendant les négociations et les alliances encore plus fragiles. Les assassins et les mouvements chrétiens, une influence subtile. Au-delà des confrontations directes avec les croisés, l'impact des assassins sur le mouvement chrétien et les politiques européennes est également digne d'intérêt. Les récits des croisés, ainsi que ceux des chroniqueurs européens, ont contribué à créer une image légendaire de l'ordre des assassins en Occident. Cette image a profondément influencé la perception des sociétés chrétiennes sur le Moyen-Orient, renforçant la croyance en une civilisation mystérieuse et potentiellement dangereuse, capable de menacer les fondements mêmes de la chrétienté. Les assassins, en tant qu'acteurs invisibles et en marge du grand récit des croisades, ont fasciné et terrifié les Européens. Leur présence dans les récits des croisades, leurs assassinats de figures influentes et leur capacité à naviguer dans les méandres des alliances de politique ont fait d'eux des personnages énigmatiques, parfois perçus comme des agents du mal ou comme des symboles de la terreur divine. Cette perception a été renforcée par des récits exagérés et des mythes, dont l'ombre continue de planer sur l'ordre jusqu'à aujourd'hui. D'un point de vue stratégique, les assassins ont montré qu'ils étaient incapables de tirer parti des faiblesses des croisés, qu'ils étaient prêts à exploiter des rivalités internes et des divisions pour renforcer leur position. Cette subtile manipulation des forces politiques et militaires a permis à l'ordre de continuer à exister et à influer sur le cours des événements bien au-delà des limites de leur territoire immédiat. Les assassins ne se contentaient pas de mener des batailles ouvertes. Ils savaient que que la guerre moderne à leur époque était aussi une guerre des perceptions et de l'esprit. En cultivant leur mystère et en maintenant une aura de terreur, ils ont eu un impact indélébile sur l'histoire des croisades, agissant dans l'ombre pour défier l'équilibre des forces en place. L'histoire des assassins est une histoire marquée par des hauts et des bas, et leur rencontre avec l'Empire mongol représente un tournant décisif dans leur existence. Si pendant plusieurs siècles, l'ordre des assassins a su résister aux multiples tentatives d'anéantissement par des puissances locales et étrangères, il est clair que leur confrontation avec les Mongols a été fatale pour l'ordre tel qu'on le connaissait. L'effondrement de la forteresse d'Alamut en 1256 marqua la fin d'une ère pour l'ordre, mais aussi la disparition d'un des groupes les plus énigmatiques et redoutés du Moyen-Orient, l'ascension des Mongols et la menace qui pèse sur l'Empire mongol, fondé par Gengis Khan au début du XIIIe siècle, a rapidement étendu son influence en Asie et au-delà, atteignant l'Iran et la région du Moyen-Orient. L'expansion rapide des Mongols a eu un impact profond sur les sociétés de la région et leur arrivée a bouleversé les équilibres de pouvoir préexistants. Les assassins qui s'étaient établis en tant que force discrète et redoutée au sein du monde islamique se sont retrouvés confrontés à un ennemi d'une nature totalement différente. Gengis Khan et ses descendants n'attosaient pas dans la demi-mesure. Ils étaient réputés pour leur brutalité et leur efficacité militaire, mais aussi pour leur approche systématique de la conquête. Contrairement aux forces musulmanes et chrétiennes qui avaient dû traiter avec les assassins selon des principes parfois diplomatiques ou basés sur des alliances temporaires, les Mongols ne reconnaissaient aucune forme de compromis. Pour eux, les assassins représentaient un obstacle qui devait être éliminé, et ils n'avaient aucune intention de traiter avec eux par la négociation ou le recours à des pactes temporaires. La chute d'Alamut. Le point culminant de cette confrontation se produisit en 1256, lorsque Hulagu Khan, un petit-fils de Gengis Khan et général mongol, lança une campagne militaire contre les assassins. Hulagu, un stratège impitoyable, se dirigea directement vers le bastion des assassins, la forteresse d'Alamut située dans les montagnes du nord de l'Iran. Alamut, qui avait été pendant des siècles le cœur de l'ordre des assassins, était une forteresse redoutée pour sa position imprenable et sa sécurité. Mais malgré sa réputation,
La forteresse tomba sous le siège mongol. Le siège d'Alamut fut une démonstration de la puissance militaire mongole. L'armement et les tactiques de siège de Hulagu Khan surpassaient tant tout ce que les assassins avaient connu jusqu'alors. Après une résistance acharnée, la forteresse finit par se rendre et les Mongols mirent bout au fin à l'ordre des assassins dans la région. La prise d'Alamut en 1256 marque non seulement la fin de l'ordre des assassins en tant que force dominante, mais aussi la disparition de leur leader et la dispersion de leurs membres dans différentes parties du monde. L'impact de la conquête mongole sur l'ordre. L'invasion mongole et la chute d'Alamut ont eu des conséquences profondes non seulement sur l'ordre des assassins, mais aussi sur le paysage politique et social du Moyen-Orient. D'abord, la conquête mongole a été d'une brutalité rare. Hulagu Khan ne se contenta pas de vaincre l'ordre des assassins, il s'assura que ses partisans et alliés subissent des représailles sévères. Les Mongols étaient bon connus pour leur stratégie de terre brûlée, et ce fut le cas en Iran où des villes entières furent rasées et où la population subit des massacres massifs. Les assassins, bien qu'ils aient souvent agi dans l'ombre et à petite échelle, furent balayés dans cette vague de violence dévastatrice. Cependant, l'impact de la chute d'Alamut ne se limita pas à la disparition physique de la forteresse et de ses habitants. L'ordre des assassins était non seulement une organisation de tueurs, mais aussi un réseau complexe d'espions, de diplomates et de stratèges. La perte de leur base centrale mit fin à cette organisation qui, pendant des siècles, avait réussi à manipuler les événements politiques du Moyen-Orient. La dissolution de l'ordre des assassins laissa un vide politique et stratégique qui ne put être comblé par aucune autre organisation secrète dans la région. Les derniers survivants de l'ordre. Bien que l'ordre des assassins ait été anéanti en Iran et que la forteresse d'Alamut ait été détruite, il est important de noter que les assassins n'ont pas totalement disparu. Après la chute d'Alamut, certains membres de l'ordre se sont réfugiés dans d'autres régions, principalement dans le Levant, mais aussi dans des territoires comme l'Égypte et l'Asie centrale. Il est assez possible que, dans ces endroits, les assassins aient continué à mener des activités clandestines et à perpétuer leur héritage, bien que leur influence soit désormais bien moins significative qu'auparavant. Les derniers champs vestiges de l'ordre des assassins, tels que les Hashashin, subsistèrent sous des formes différentes dans les siècles suivants. Toutefois, leur nom, leur réseau et leur idéologie se sont progressivement dilués dans le tissu complexe des sociétés musulmanes et non musulmanes du Moyen-Orient. Leur héritage n'a pas disparu, mais il a pris la forme d'histoires, de mythes et de légendes qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. La perception des assassins dans l'histoire. La défaite des assassins face aux Mongols n'a pas seulement marqué la fin d'un ordre, mais aussi la fin d'un type de guerre. L'ordre des assassins avait prouvé qu'une petite organisation secrète pouvait s'opposer efficacement aux grandes puissances de son temps par des moyens non conventionnels. Cependant, face à la puissance militaire brute des Mongols, qui se fondait sur l'armement avancé et des techniques de siège, les assassins n'ont pu résister. Les historiens et les chroniqueurs contemporains ont souvent vu la fin de l'ordre comme le point final d'un chapitre dans l'histoire du Moyen-Orient. Les assassins ont été dépeints comme des symboles de la résistance contre l'ordre établi, mais aussi comme des instruments d'un pouvoir discret mais redoutable. Leur disparition face aux Mongols est souvent perçue comme un contraste frappant avec la mythologie qu'ils avaient eux-mêmes cultivée, celle d'une organisation invincible opérant depuis les ombres. La prise d'Alamut a brisé cette image tout en soulignant la puissance inégalée des Mongols à l'époque. L'effondrement de l'ordre des assassins face à l'invasion mongole illustre également la fragilité de toute organisation fondée sur le secret et la discrétion. Alors que les assassins avaient triomphé dans des guerres de l'esprit et des guerres de l'ombre, leur incapacité à faire face à un ennemi d'une telle puissance militaire démontre les limites de cette stratégie face à une force d'occupation totalitaire. Malgré la chute de leur ordre, les assassins continuèrent à captiver l'imaginaire collectif. Leur héritage, leur rôle dans l'histoire du Moyen-Orient et leur capacité à défier les grandes puissances de leur époque demeurent des sujets d'étude et de fascination pour les historiens et les chercheurs contemporains. Les mythes et les légendes autour des assassins n'ont cessé de nourrir l'imaginaire populaire, et leur nom demeure indissociable des intrigues politiques et des stratégies secrètes. L'ordre des assassins, tout au long de son histoire, a cultivé un mystère entouré de terreur, mais aussi de fascination. Leur image d'une organisation secrète, opérant dans l'ombre et frappant là où l'on s'y attend le moins, a profondément marqué l'imaginaire collectif.
Cette aura d'invisibilité et d'efficacité, conjuguée à leur réputation de violence calculée, a nourri une multitude de récits, allant des chroniques médiévales aux œuvres de fiction moderne. Dans cette partie, nous explorerons la manière dont l'image des assassins a été façonnée et popularisée, comment elle a évolué et comment elle continue d'influencer la culture populaire aujourd'hui. Les assassins dans les chroniques médiévales. La première source qui a contribué à construire l'image légendaire des assassins dans l'imaginaire occidental provient des chroniqueurs des croisades. Les récits pour un des croisés, souvent exagérés et parfois biaisés, ont façonné une image des assassins comme des fanatiques religieux prêts à se sacrifier pour leur cause, usant de méthodes secrètes et de terreur pour atteindre leurs objectifs. Les assassins dans ces récits sont souvent décrits comme des instruments de la volonté divine, des agents de vengeance agissant dans l'ombre et frappant sans préavis. Cette vision a été fortement influencée par la peur des croisés, qui percevaient en ses ennemis silencieux comme une menace particulièrement insidieuse. Un des exemples emblématiques de ces chroniques est l'histoire de Marco Polo, le célèbre explorateur vénitien qui évoque les assassins dans ses récits comme une société secrète. Bien qu'il ait probablement exagéré certains aspects de leur organisation, ses écrits ont contribué à propager l'image d'un groupe mystérieux et quasi mythologique. Marco Polo décrit les assassins comme des hommes dévoués à une cause divine, prêts à mourir pour accomplir la volonté de leur chef, créant ainsi l'image d'une organisation presque invincible. Les chroniques chrétiennes des croisades ont contribué à forger une représentation des assassins qui les assimilait à des agents de l'ombre, des figures presque diaboliques qui mettaient en œuvre une guerre de l'esprit et de la terreur. Cette image d'assassin impitoyable a longtemps été véhiculée par les écrivains et les historiens européens, solidifiant ainsi l'aura menaçante des assassins dans l'imaginaire collectif. L'influence de l'imaginaire orientaliste. Au XIXe siècle, l'émergence de l'orientalisme, une tendance à interpréter et à représenter l'Orient d'une manière exotique, mystérieuse et souvent stéréotypée, a permis aux assassins de prendre une place importante dans la culture occidentale. Les écrivains européens ont souvent vu dans les assassins une incarnation des mystères de l'Orient, des symboles d'un monde à la fois séduisant et dangereux. L'orientalisme a contribué à forger l'image des assassins comme une organisation secrète emplie de mysticisme, dans laquelle les adeptes étaient prêts à se sacrifier au nom d'un idéal mystique ou d'un chef charismatique. L'un des exemples notables de cette influence est le livre de l'écrivain britannique Sir Richard Francis Burton, qui a exploré les mystères des assassins et des sociétés secrètes dans ses écrits. Il décrit ces derniers comme des agents du chaos, des personnages fascinants capables d'agir dans les ombres et d'accomplir des missions de grande envergure sans jamais se laisser capturer. Ce traitement des assassins comme une organisation mystérieuse et invincible a alimenté l'imaginaire occidental et contribué à la pérennisation de leur légende. Les assassins dans les œuvres de fiction. L'image des assassins a été largement popularisée et transformée dans les œuvres de fiction, en particulier dans les romans et les films. Ces dernières décennies, les assassins sont devenus des personnages récurrents dans la littérature et le cinéma, où ils ont été réinterprétés sous de multiples formes. Leur mythe a été réinventé à travers le prisme de l'aventure, du mystère et du suspense, tout en restant fidèles à leur image d'hommes dévoués à une cause et prêts à se sacrifier pour celle-ci. Un des exemples les plus célèbres de la représentation moderne des assassins est la série de jeux vidéo Assassin's Creed, lancée par Ubisoft en 2007. Dans ce jeu, les assassins sont représentés comme des héros combattant pour la liberté et la justice, tout en s'opposant à l'ordre des Templiers, une organisation ennemie cherchant à imposer son contrôle sur le monde. Le jeu, tout en s'inspirant librement de l'histoire des assassins, reprend les éléments clés de leur légende: l'organisation secrète, les assassinats ciblés, la dévotion à un idéal supérieur et la lutte contre un pouvoir oppressif. Assassin's Creed a connu un immense succès commercial, non seulement en raison de son gameplay innovant, mais aussi grâce à sa capacité à réinventer l'image des assassins, en les transformant en figures héroïques de la lutte contre l'oppression. Ce traitement des assassins a permis de populariser leur histoire auprès d'un large public et de donner une nouvelle dimension à leur mythe, en les présentant sous un jour plus favorable, celui de combattants pour la liberté. Dans la littérature, les assassins sont également devenus des personnages emblématiques. De nombreux romans et récits de fiction ont repris les thèmes associés à l'ordre des assassins, à savoir la quête de pouvoir, la manipulation et l'usage de la violence pour atteindre des objectifs supérieurs.
Ces récits, bien qu'ils soient historiques ou de pure fiction, continuent à nourrir l'imaginaire collectif et à maintenir la fascination pour ces mystérieux tueurs de l'ombre. Les assassins dans le cinéma et la télévision. Dans le domaine du cinéma et de la télévision, les assassins continuent d'occuper une place centrale dans l'univers de l'espionnage et du thriller. Les films et séries qui abordent des thèmes d'organisation secrète, de société de l'ombre et de manipulation politique s'inspirent souvent de l'image des assassins pour créer des personnages complexes et intrigants. Les films d'action, par exemple, utilisent fréquemment l'archétype de l'assassin solitaire, un personnage qui lutte dans l'ombre pour une cause mystérieuse, souvent en dehors des conventions de la société. Les assassins, dans ces représentations, sont des symboles de l'individualisme extrême et de la lutte contre les puissances dominantes. Ils incarnent l'idée que la résistance à l'oppression peut se manifester par la clandestinité et la dissimulation, et que le pouvoir de changer le monde réside dans les mains de ceux qui opèrent en dehors des structures visibles. Ces images de solitude et de rébellion trouvent écho dans les récits modernes de résistance et de justice sociale, où l'assassin devient une figure de la rébellion contre des systèmes injustes. La légende des assassins. Aujourd'hui. Au XXIe siècle, l'image des assassins reste vivante et dynamique dans la culture populaire. Leur héritage, bien qu'historique, a été transformé pour répondre aux préoccupations modernes. Les assassins sont désormais perçus comme des symboles de résistance contre les pouvoirs autoritaires, et leur image continue d'alimenter les fantasmes et les intrigues populaires. L'ordre des assassins a traversé les siècles et les frontières culturelles pour devenir une icône de la lutte pour la liberté et contre l'oppression, tout en restant fidèle à sa réputation d'organisation secrète, opérant dans l'ombre pour accomplir des missions cruciales. L'attrait des assassins dans la culture moderne réside dans leur capacité à incarner les contradictions humaines, la violence et la paix, la dévotion et la rébellion, la justice et l'injustice. Leur mythe est plus vivant que jamais, alimenté par les récits historiques et les nouvelles interprétations créées par les artistes contemporains. Ainsi, l'ordre des assassins demeure une figure fascinante et intemporelle, dont l'histoire, bien que largement enveloppée de mystères, continue d'inspirer des générations nouvelles. L'ordre des assassins, malgré son influence sur l'histoire du Moyen-Orient et son impact durable dans l'imaginaire collectif, reste enveloppé de mystères. Les récits historiques sur leur origine, leurs pratiques et leurs croyances sont souvent fragmentés, contradictoires ou déformés. Après plusieurs siècles, les assassins restent une organisation difficile à cerner et plusieurs questions demeurent sans réponse. Pourquoi tant d'aspects de leur histoire sont-ils encore inconnus ? Quel est le rôle de la propagande dans la construction de leur image ? Comment une organisation aussi influente a-t-elle pu disparaître si soudainement et être effacée des archives ? La construction d'un mythe, le rôle de la propagande. L'un des principaux obstacles à une compréhension claire de l'ordre des assassins réside dans la manière dont leur histoire a été écrite. En grande partie, ce sont leurs ennemis qui ont écrit les premières chroniques sur eux et leurs récits étaient souvent teintés de préjugés. Les croisés, par exemple, ont largement contribué à façonner l'image des assassins comme des fanatiques religieux prêts à tout pour défendre leur foi et accomplir des assassinats politiques. Les assassins étaient souvent décrits comme des instruments de la volonté divine, agissant dans l'ombre et semant la terreur parmi les puissants. De tels récits ont non seulement alimenté des mythes sur leur organisation, mais ont également joué un rôle dans leur réputation de groupe mystérieux et incontrôlable. Cette construction mythologique, nourrie par des interprétations étrangères, a rendu difficile la reconstitution d'une image précise de l'ordre. L'histoire des assassins, vue sous le prisme de la guerre sainte et de la rivalité religieuse, a été modelée par les perceptions et les peurs des croisés. L'idée que les assassins étaient dans cité des fanatiques religieux, drogués, prêts à se sacrifier pour un idéal divin, s'est enracinée dans les esprits européens pendant des siècles, mais elle ne repose pas nécessairement sur des faits avérés. La mythification des assassins a conduit à l'émergence d'une version idéalisée de leur histoire, difficile à démêler de la réalité historique. Les historiens modernes tentent désormais de démystifier cette image et de rechercher des sources plus fiables. Cependant, la nature secrète de l'ordre et l'absence de documents contemporains originaux compliquent ce processus. Les informations sur les assassins proviennent souvent de récits de leurs ennemis ou de sources postérieures, ce qui limite leur objectivité et leur véracité.
l'absence de sources fiables et de documents historiques. L'une des raisons pour lesquelles l'histoire des assassins demeure énigmatique est l'absence de sources fiables et de documents authentiques sur leur organisation. L'ordre des assassins opérait dans le secret, et il est fort probable que de nombreux écrits concernant leurs activités aient été détruits au fil du temps. L'attaque mongole sur la forteresse d'Alamut en 1256 a joué un rôle crucial dans l'effacement des traces écrites laissées par l'ordre. Lorsque la forteresse fut prise, de nombreux documents, archives et manuscrits, qui auraient pu offrir un aperçu de la vie interne des assassins, furent perdus ou anéantis. L'ordre, qui dépendait en grande partie de son réseau secret d'espions et d'assassins, n'a pas laissé derrière lui de documents organisés qui pourraient m'en fournir des informations précises sur son fonctionnement. Même après la chute d'Alamut, les survivants de l'ordre ont pris soin de garder une discrétion totale sur leurs activités et leur organisation. Les assassins ont continué à exister sous des formes diverses, mais leur héritage a été préservé principalement à travers des récits indirects et des témoignages d'autres groupes ou observateurs extérieurs. Cette absence de sources directes et fiables explique pourquoi tant d'aspects de leur histoire restent flous. Les pratiques et croyances des assassins, une religion ou une politique. Un autre aspect symptôme mystérieux des assassins est la nature exacte de leurs croyances religieuses et politiques. Les assassins étaient un groupe ismaélien, appartenant à une branche du chiisme, mais leur philosophie et leurs pratiques sont difficiles à cerner. Alors qu'ils se reconnaissaient comme des partisans de l'imam Nizar, le fils de l'imam Mustansir, ils étaient également perçus comme un mouvement radical au sein de l'ismaélisme. Les assassins semblaient être en quête d'une sorte de justice divine, mais leur approche était fondée sur la violence politique et la manipulation. Les récits des assassins mentionnent fréquemment leur dévotion envers leur chef, qui incarnait pour eux une figure divine. Hassan Issaba, par exemple, a été décrit comme un guide spirituel, un homme capable de manipuler ses disciples par la foi. Mais la question reste ouverte, cette dévotion religieuse était-elle sincère ou était-elle un moyen de contrôler ses adeptes à des fins politiques ? Certains historiens suggèrent que l'ordre des assassins utilisait la religion comme un masque pour camoufler ses ambitions politiques. En sacrifiant leur vie pour accomplir les assassinats ordonnés par leur chef, les assassins semblaient en fait suivre une cause religieuse, mais en réalité, leurs actes avaient souvent des objectifs politiques bien précis. Le rôle du mysticisme dans la structure de l'ordre reste également flou. Les assassins étaient réputés pour leurs rituels secrets, mais il est difficile de savoir dans quelle mesure ces pratiques étaient réellement religieuses ou plutôt psychologiques, destinées à renforcer l'obéissance et à imposer un contrôle mental sur les membres de l'ordre. Les mythes qui entourent les paradis terrestres et les rituels de drogue largement rapportés par les croisés sont-ils le fruit d'une manipulation psychologique pour renforcer la fidélité des assassins ou bien avaient-ils une base réelle ? L'ambiguïté autour de ces pratiques nourrit encore les débats parmi les chercheurs. La pérennité de la légende, les assassins dans la mémoire collective. Les assassins continuent d'alimenter l'imaginaire collectif, non seulement en raison de leur histoire complexe, mais aussi à travers leur image dans la culture populaire. De nombreux éléments de leur mythe, tels que l'assassinat ciblé, l'organisation secrète et la dévotion sacrificielle, ont été repris dans des œuvres de fiction, des films, des séries et des jeux vidéo. Cependant, cette représentation populaire ne rend pas toujours compte de la réalité historique de l'ordre. Au contraire, elle peut contribuer à entretenir une version idéalisée ou déformée de ce qu'étaient réellement les assassins. La série Assassin's Creed, par exemple, présente les assassins comme des héros luttant pour la liberté et la justice, alors que l'histoire véritable de l'ordre était bien plus nuancée et marquée par des motifs politiques complexes. Le mystère qui entoure encore les assassins permet à leur image de se maintenir vivante et d'évoluer avec le temps. Les récits modernes des assassins, tout en rendant hommage à leur légende, souvent ignorent les détails historiques et contribuent à une version mythologique de leur existence. Cette transformation continue des assassins en héros de fiction, alliés aux causes nobles ou opposés aux forces du mal, montre à quel point leur héritage a été distillé et transformé pour correspondre aux valeurs contemporaines. L'héritage des assassins, ce que nous pouvons encore apprendre. Malgré le manque de sources directes et la confusion qui entoure leur histoire, les assassins restent une figure fascinante dans l'étude de la politique secrète, de la manipulation psychologique et des sociétés secrètes.
Leur héritage soulève des questions importantes sur l'utilisation de la violence pour atteindre des fins idéologiques et sur la manière dont les récits historiques sont façonnés par ceux qui détiennent le pouvoir. Leurs méthodes et leurs tactiques continuent d'intéresser les chercheurs et les historiens, car elles offrent tant une réflexion sur les limites de la guerre conventionnelle et les alternatives prises par ceux qui cherchent à s'opposer à des pouvoirs oppressifs. Le mystère des assassins n'est peut-être pas près d'être levé, mais il continue de nourrir l'imaginaire collectif et de poser des questions essentielles sur le pouvoir, la résistance et la manipulation. L'Ordre des Assassins est une organisation qui, tout au long de son histoire, a suscité une grande quantité de spéculations et de théories. Certains voient en eux des acteurs politiques motivés par des ambitions profondes, tandis que d'autres les considèrent comme des figures mystiques, manipulées par des idéaux religieux. L'absence de sources directes et fiables sur l'ordre, combinée à leur réputation d'opérateurs secrets et efficaces, a donné naissance à de nombreuses théories alternatives qui cherchent à expliquer leur comportement, leur organisation et leur motivation. Dans cette partie, nous explorerons certaines des théories les plus fascinantes sur les assassins et tenterons de démêler les faits de la fiction. Les assassins, des agents d'un système politique, une des théories les plus répandues, et probablement la plus plausible, est celle selon laquelle les assassins étaient avant tout des acteurs politiques, utilisant la violence comme un moyen de maintenir ou d'étendre leur pouvoir. Selon cette théorie, l'ordre des assassins n'était pas motivé par des idéaux religieux purs, mais par un désir de contrôler les événements politiques de la région. En tuant des dirigeants et des figures influentes, ils pouvaient affaiblir les structures de pouvoir et installer des dirigeants plus favorables à leurs intérêts. Hassan-i Sabbah, le fondateur de l'ordre, est souvent vu comme un maître de la manipulation politique, qui aurait su exploiter les divisions internes du monde musulman pour renforcer sa position. Ce modèle de pensée politique s'appuie sur l'idée que les assassins étaient avant tout des tacticiens militaires, utilisant l'assassinat ciblé comme une forme de guerre asymétrique. En l'absence de ressources militaires conventionnelles, l'ordre se contentait de mener des attaques discrètes et précises contre des cibles stratégiques, semant la peur et la confusion parmi leurs ennemis. Leur objectif était d'affaiblir les puissances en place, de les diviser et éventuellement de les renverser, ce qui est une tactique de guérilla plutôt que de religion. Le rôle des assassins en tant qu'agents politiques se reflète dans leur capacité à manipuler les alliances, à jouer avec les forces en présence et à naviguer dans un monde complexe de rivalités internes au sein du monde islamique. Les assassins et la manipulation psychologique. Une autre théorie qui émerge de l'histoire des assassins est leur utilisation de la manipulation psychologique. On suppose que Hassan-i Sabbah et ses successeurs ont mis en place une forme de contrôle mental ou du moins une sorte de conditionnement pour inciter leurs disciples à se sacrifier sans hésitation. L'idée centrale de cette théorie est que les assassins n'étaient pas seulement motivés par des croyances religieuses, mais aussi par des pratiques psychologiques sophistiquées qui exploitaient la foi de leurs membres pour créer une soumission totale. La théorie de la manipulation psychologique repose sur l'idée que les assassins étaient formés dans des conditions qui les rendaient vulnérables à une telle influence. Ils auraient été soumis à des rituels initiatiques, parfois décrits comme des paradis terrestres, où des expériences extraordinaires auraient été utilisées pour induire un état de croyance totale dans la mission divine. Selon certains récits, les recrues été amenées à un jardin paradisiaque, où elles pouvaient goûter au bonheur suprême avant de retourner dans le monde réel, convaincus qu'ils avaient été envoyés pour accomplir la volonté divine. L'idée de ce paradis, souvent associée à l'usage du hashish dans les récits populaires, relève peut-être plus de la psychologie que d'une réalité physique. Il s'agirait d'un processus conçu pour renforcer leur dévotion et leur engagement. Cette interprétation des assassins comme des victimes de manipulation psychologique soulève des questions éthiques sur le contrôle de la pensée et la manière dont une organisation peut exploiter les croyances pour ses propres fins. Si l'on accepte cette théorie, les assassins auraient été des instruments de leur leader, Hassan-i Sabbah, manipulés de manière subtile mais efficace pour mener des assassinats politiques au nom d'un idéal religieux qui leur semblait juste. Les assassins, une rébellion religieuse ou une révolte idéologique. Une autre théorie qui circule est que l'ordre des assassins ne serait pas simplement une organisation politique, mais aussi une révolte religieuse contre le statu quo. Dans cette version de l'histoire, les assassins ne sont pas des fanatiques manipulés par un chef,
mais des rebelles qui cherchent à réformer la société islamique et à s'opposer aux abus de pouvoir des autorités religieuses et politiques de leur époque. Dans cette optique, les assassins pourraient être perçus comme des hommes de foi, mais non dans le sens traditionnel du terme. Au lieu de suivre les enseignements des grandes institutions religieuses et politiques de l'époque, les assassins se seraient rebellés contre les systèmes oppressifs qu'ils percevaient comme corrompus. Leur guerre contre les dirigeants musulmans et les croisés serait alors une forme de lutte révolutionnaire contre l'injustice, où la violence serait justifiée par des objectifs de justice sociale ou religieuse. Ainsi, au lieu de suivre les enseignements d'une autorité divine centrale, les assassins se seraient concentrés sur leur propre interprétation des textes sacrés et sur leur propre vision d'un monde plus juste. Cette vision de l'ordre des assassins comme une révolte religieuse plutôt que politique renverse l'image traditionnelle de l'ordre. Plutôt que d'être une organisation d'assassins froids et calculateurs, ils deviendraient tant des symboles de résistance face à une autorité centralisée et corrompue. Cette interprétation s'inscrit dans la tradition des révoltes populaires et des mouvements marginaux, qui cherchant à renverser l'ordre établi par la force et la rébellion. Les assassins et l'héritage des sociétés secrètes. Une autre théorie avance que les assassins ont joué un rôle crucial dans la création et la transmission de l'idée des sociétés secrètes. Selon cette théorie, les assassins ne se contentèrent pas de mener des actions violentes et secrètes, mais ont été les premiers à établir un modèle de société secrète qui perdurerait au fil des siècles, influençant ainsi des groupes tels que les francs-maçons et d'autres sociétés initiatiques. L'idée selon laquelle les assassins ont établi les bases des sociétés secrètes modernes repose sur plusieurs éléments. Tout d'abord, l'ordre des assassins avait une structure hiérarchique très précise et un système de recrutement secret, ce qui rappelle le fonctionnement de nombreuses sociétés secrètes qui se développèrent plus tard. De plus, les assassins semblaient déposséder une connaissance ésotérique ou mystique qu'ils utilisaient à la fois pour leurs rituels et pour la manipulation de leurs membres. Cette idée de transmission d'une connaissance cachée et secrète à travers les âges s'est en grande partie inspirée de l'histoire des assassins, transformant ainsi leur image d'un groupe de tueurs en une organisation possédant une sagesse cachée. Les sociétés secrètes modernes, en particulier les franco-francs-maçons, ont souvent été comparées aux assassins en raison de leur structure interne et de leur capacité à influencer les événements en coulisses. Bien que les liens directs entre les assassins et ces sociétés secrètes ne soient pas prouvés, l'idée que l'ordre des assassins ait été un précurseur des sociétés secrètes a alimenté de nombreuses spéculations au fil des siècles. La véritable nature des assassins, entre mythe et réalité. Les théories sur l'ordre des assassins sont aussi variées que fascinantes. Certaines voient-on les assassins comme des guerriers, politiques de pragmatiques, d'autres comme des victimes de manipulations psychologiques, et d'autres encore comme des révoltés religieux ou des précurseurs des sociétés secrètes modernes. La vérité, cependant, reste difficile à cerner. L'absence de preuves solides et la confusion qui entoure les récits historiques font que l'histoire des assassins demeure un terrain fertile pour les spéculations et les interprétations. L'ordre des assassins continue d'alimenter l'imaginaire collectif, non seulement par les récits historiques, mais aussi par les mythes et les légendes qui les entourent. Peu importe la véritable nature de l'ordre, une chose reste claire, leur impact sur l'histoire, l'imaginaire populaire et même les sociétés secrètes modernes ne peut être sous-estimé. Les assassins, dans toutes leurs formes et spéculations, restent une énigme fascinante dont le mystère continue de nourrir les débats à travers les âges. Les assassins, en raison de leur structure secrète, de leur capacité à mener des actions clandestines et de leur influence durable sur les événements politiques de leur époque, ont nourri une mythologie qui perdure à travers les siècles. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la manière dont leur modèle organisationnel et leur philosophie ont influencé, consciemment ou non, le développement de nombreuses de sociétés secrètes dans le monde occidental, telles que les francs-maçons, les Templiers et d'autres groupes initiatiques. Dans cette partie, nous explorerons comment l'héritage des assassins a traversé les âges, en influençant les sociétés secrètes modernes et en consolidant leur image de groupes mystérieux, parfois perçus comme les garants d'un savoir caché et d'un pouvoir invisible. L'ordre des assassins, un modèle de société secrète. Les assassins sont souvent perçus comme les pionniers des sociétés secrètes, un modèle qui, à bien des égards, anticipe les structures des groupes initiatiques modernes.
Leur organisation était hiérarchisée, avec des grades et des responsabilités bien définis. À la tête de l'ordre, il y avait un leader, souvent considéré comme un guide spirituel et politique, tandis que les membres étaient divisés en différents niveaux, allant des simples novices aux plus expérimentés, les assassins eux-mêmes, chargés de mener à bien les missions secrètes. Les assassins se distinguaient non seulement par leur rôle politique, mais aussi par leur approche stricte de la discipline et de la loyauté. Chaque membre devait obéir à des règles précises, et les récalcitrants étaient sévèrement punis. Cette structure de pouvoir qui faisait de chaque assassin une pièce essentielle de la machine se rapproche des sociétés secrètes modernes où l'ordre, la loyauté et la hiérarchie sont primordiaux. En plus de cette organisation rigide, les assassins entretenaient une philosophie de mysticisme et de secret, qui est aussi une caractéristique des sociétés secrètes ultérieures. Les initiés étaient formés dans l'isolement, souvent coupés du monde extérieur et recevaient des enseignements secrets qu'ils étaient en tenue de garder. Cette culture du secret est d'autant plus significative si l'on considère que les sociétés secrètes modernes, comme les francs-maçons, possédaient des rituels d'initiation similaires et un savoir caché qui ne devait être partagé qu'avec des membres triés sur le volet. Les assassins et les templiers, une affinité mystique. L'une des associations les plus fascinantes est celle qui lie les assassins aux chevaliers ou templiers, une autre organisation secrète célèbre. Bien que les deux groupes aient été en conflit pendant les croisades, il existe des théories selon lesquelles les templiers auraient pu s'inspirer de certains aspects de l'organisation des assassins. Les templiers, comme les assassins, étaient une organisation hiérarchique, dotée d'une structure interne secrète et de rituels initiatiques. Cette similitude dans l'organisation et la discipline de ces deux groupes a conduit certains chercheurs à spéculer sur les liens possibles entre eux. Les Templiers et les assassins ont partagé une fascination pour les mystères et les savoirs cachés. Bien que les Templiers aient eu une base chrétienne et les assassins une fondation ismaélienne, certains aspects de leur philosophie pourraient avoir été similaires, notamment en ce qui concerne l'utilisation du secret et la mise en place de structures parallèles de pouvoir. En outre, les deux groupes ont été des acteurs majeurs dans les affaires politiques et militaires de leur époque, opérant souvent à l'intérieur des courants de pouvoir et des structures même religieuses de l'époque. La mythologie qui entoure les Templiers, notamment l'idée qu'ils possédaient des trésors cachés et des secrets anciens, peut être partiellement attribuée à l'héritage des assassins qui ont eux aussi cultivé une image d'organisation mystérieuse et presque invincible. Ces sociétés secrètes se nourrissaient mutuellement de leurs mystères et de leurs légendes, alimentant des récits de pouvoir cachés et d'influences invisibles. L'héritage des assassins dans les sociétés secrètes modernes. Les assassins ont laissé une empreinte indélébile dans le développement des sociétés secrètes modernes, particulièrement dans des groupes tels que les francs-maçons et les Illuminati. Ces organisations, qui se sont développées principalement en Europe au XVIIIe et XIXe siècle, sont souvent associées à des rituels mystiques, des hiérarchies secrètes et une transmission de savoirs cachés, des caractéristiques qui rappellent fortement l'organisation des assassins. Les francs-maçons, par exemple, ont une structure organisationnelle complexe, avec des degrés d'initiation et des rites de passage similaires à ceux utilisés par les assassins pour renforcer la fidélité et l'engagement de leurs membres. De même, les principes d'autodiscipline et de soumission à un idéal supérieur, qui étaient essentiels dans l'ordre des assassins, se retrouvent dans les valeurs maçonniques de fraternité, de charité et de secret. Il est aussi possible que les sociétés secrètes modernes aient vu dans l'histoire des assassins un modèle d'organisation qui leur permettait d'évoluer dans des sociétés répressives. Au XVIIIe siècle, lorsque les francs-maçons ont commencé à se répandre en Europe, le secret et l'organisation clandestine étaient nécessaires pour protéger les membres des persécutions, tout comme les assassins s'étaient cachés derrière des structures secrètes pour accomplir leur mission. Ainsi, les assassins peuvent être considérés comme des précurseurs de cette forme de résistance organisée à travers le secret. L'idée d'un savoir caché est également un thème central dans l'histoire des assassins, et elle réapparaît dans de nombreuses sociétés secrètes modernes. Dans ces groupes, la connaissance ésotérique est souvent perçue comme une forme de pouvoir. L'initiation, le transfert de ce savoir et l'appartenance à un groupe qui en détient l'accès sont des éléments clés dans de nombreuses organisations secrètes, des francs-maçons aux Illuminati. Cette transmission de la connaissance cachée permet à ces groupes de conserver une influence discrète mais significative sur les affaires sociales et politiques.
Les assassins et le culte du secret dans les sociétés secrètes. Le secret est une notion fondamentalement liée à l'héritage des assassins et à l'évolution des sociétés secrètes. Les assassins, par leur capacité à opérer dans l'ombre et à créer une aura de mystère autour de leurs actions, ont mis en place un modèle de gestion de l'information qui est toujours étudié aujourd'hui. Leur aptitude à dissimuler leur organisation et leurs intentions, à cultiver le secret non seulement pour protéger leurs membres, mais aussi pour effrayer leurs ennemis, est une caractéristique clé qui a été reprise par les sociétés secrètes suivantes. Les sociétés secrètes modernes ont perpétué ce modèle, dans lequel le secret n'est pas seulement une protection contre les dangers extérieurs, mais aussi un moyen de maintenir l'intégrité et l'autorité du groupe. Le secret, dans ce cadre, devient un outil de pouvoir, une manière de manipuler et de contrôler les informations pour atteindre des objectifs plus vastes, tout en restant à l'abri des regards extérieurs. Les assassins, à travers leur approche du secret et de la dissimulation, ont jeté les bases d'un type particulier de société secrète, une organisation qui, tout en restant discrète et cachée, exerce une influence considérable sur les événements qui l'entourent. Leur héritage dans les sociétés secrètes modernes témoigne de la durabilité de ce modèle et de l'impact que ces anciennes organisations ont eu sur les structures de pouvoir clandestines dans l'histoire. Les assassins n'étaient pas simplement des tueurs à gages ou des fanatiques religieux. Ils étaient des maîtres du secret et de l'organisation clandestine, des précurseurs de nombreuses sociétés secrètes modernes. Leur influence continue d'alimenter les mythes et les légendes sur les sociétés secrètes, et leur héritage perdure dans l'imaginaire collectif comme un symbole de pouvoir invisible et de résistance discrète face à des forces oppressives. L'un des aspects les plus fascinants de l'histoire des assassins réside dans la manière dont ils ont intégré la religion dans leur organisation, leurs pratiques et leurs stratégies politiques. Bien qu'ils aient encore été une secte religieuse chiite ismaélienne, les assassins ne se contentaient pas de suivre aveuglément les dogmes religieux. Leur relation avec la foi, et en particulier avec l'islam, est d'une complexité rare. La question qui se pose est: les assassins étaient-ils avant tout des fanatiques religieux, ou bien leur foi servait-elle de couverture pour des objectifs politiques plus pragmatiques? Cette interrogation traverse l'ensemble de l'histoire de l'ordre et continue de susciter débats et spéculations. Une interprétation unique de l'ismaélisme. Les assassins étaient en réalité des ismaélites, une branche du chiisme qui reconnaissait une lignée particulière d'imams, descendants de l'imam Ali, le gendre du prophète Mahomet. L'ismaélisme lui-même est une religion marquée par des interprétations ésotériques et philosophiques du Coran, mettant en avant des connaissances cachées, des pratiques mystiques et une vision du monde fondée sur la recherche du savoir caché. Cependant, l'ordre des assassins a adopté une forme très particulière de l'ismaélisme qui était profondément marquée par des pratiques politiques, en plus des éléments religieux. Le fondateur de l'ordre, Hassan I-Sabbah, a transformé cette croyance religieuse en un moyen de contrôle sur ses adeptes, en y intégrant une forte dimension politique. Bien qu'il s'identifiait comme les partisans de l'imam Nizar, Hassan et ses successeurs ont créé une version de l'ismaélisme qui servait en grande partie leurs objectifs politiques. La religion dans ce contexte n'était pas simplement un cadre de croyance, mais un instrument de manipulation des masses et un outil pour asseoir leur pouvoir. Hassan I-Sabbah a su adapter les enseignements de l'ismaélisme à la réalité politique de son époque, pour transformer ses disciples en instruments de pouvoir au service de l'ordre. La religion comme moteur de la violence politique. L'un des éléments qui distingue les assassins des autres groupes religieux du Moyen-Orient est leur capacité à justifier la violence par leur foi. Contrairement à d'autres mouvements religieux qui prônaient la paix ou la soumission à un pouvoir divin tout en renonçant à la violence, les assassins considéraient l'assassinat ciblé comme une manière légitime de réaliser la volonté divine. Leur dévotion à la cause, leur croyance en la récompense spirituelle promise après la mort et leur conviction qu'ils étaient les instruments d'une mission divine les poussaient à exécuter des meurtres politiques avec une précision terrible. Le lien entre la religion et la violence chez les assassins est un aspect souvent controversé. Les assassins n'agissaient pas simplement par fanatisme religieux, mais leur interprétation de la religion leur permettait de justifier leurs actions violentes comme étant au service de Dieu. Pour eux, l'élimination de certains dirigeants, qu'ils soient plus musulmans ou chrétiens, n'était pas une question de simple politique, mais une obligation religieuse. La violence dans ce cadre devenait un acte sacré.
un devoir spirituel, un moyen d'imposer un ordre divin dans un monde que les assassins jugeaient corrompu. Cette justification religieuse de la violence a joué un rôle majeur dans la perception de l'ordre des assassins à travers les siècles. Pour leurs ennemis, les assassins étaient des terroristes religieux, des fanatiques prêts à tuer pour défendre leur foi, un point de vue qui a largement été alimenté par les chroniques des croisés. Ces derniers, souvent incapables de comprendre les subtilités de la vision ismaélienne, ont réduit l'ordre à une simple secte de fanatiques prêts à tout pour leurs croyances, la manipulation psychologique et l'utilisation de la foi. Un aspect central de l'utilisation de la religion par les assassins est leur habileté à manipuler leurs adeptes en utilisant des croyances religieuses. Hassan-i-Sabbah et ses successeurs ont su exploiter la foi des jeunes recrues pour en faire des instruments dévoués prêts à se sacrifier pour leur mission. La création de l'idéologie assassinée par la foi, celle de la récompense éternelle dans l'au-delà Tantitant San Odare, est un élément clé de leur réussite. L'organisation des assassins reposait sur une forte emprise psychologique. Pour les recrues, la foi était tout à la fois une promesse de salut et un moyen de pouvoir sur la vie et la mort. Par des rituels secrets et des cérémonies initiatiques, les assassins forçaient leurs membres à adopter une vision du monde radicalement différente, où la mort n'était pas un échec mais un moyen d'accomplir la volonté divine. La manipulation religieuse servait à créer une obéissance absolue et une détermination inébranlable parmi les membres de l'ordre. Certains récits évoquent des pratiques particulièrement troublantes, comme l'utilisation de drogues hallucinogènes pour plonger les recrues dans un état modifié de conscience. Cette pratique visait à renforcer leur dévotion en leur donnant l'illusion d'un contact direct avec le divin, à la fois mystique et euphorique. Bien que ces récits soient souvent exagérés, ils soulignent l'importance de la manipulation psychologique dans l'organisation des assassins. En exploitant les croyances religieuses et les désirs spirituels des individus, Hassan-i-Sabbah réussit à faire de ses adeptes des instruments d'une violence implacable, guidés par une conviction religieuse et politique absolue. L'imam est la figure divine, une manipulation religieuse. La figure de l'imam, en particulier l'imam Nizar, représentait une source de légitimité pour l'ordre des assassins. Dans leur vision, l'imam était un guide spirituel, une figure divine dont la parole était la manifestation de la volonté de Dieu sur terre. Cependant, certains chercheurs suggèrent que cette relation avec l'imam était utilisée pour manipuler les membres de l'ordre, leur faisant croire qu'ils accomplissaient un devoir sacré en assassinant des figures politiques. Hassan-i-Sabbah, en tant que chef, devenait ainsi l'interprète de la volonté divine, un rôle qui l'élevait au-dessus de tout soupçon et qui renforçait son pouvoir absolu sur ses disciples. La dépendance des assassins à l'égard de l'imam et de la religion a permis de justifier leurs actions en dehors des normes sociales et politiques. L'idéologie selon laquelle tout acte commis en dehors des instructions divines était légitime, même l'assassinat de dirigeants, reposait sur la croyance inébranlable que l'imam représentait l'autorité divine et que ses ordres ne pouvaient être remis en question. Cela créait une hiérarchie stricte où chaque action, aussi violente ou choquante fût-elle, était justifiée par la mission religieuse de l'ordre. La religion, un instrument de légitimation ? Ainsi, la religion des assassins ne se contente pas de définir leur morale ou leur vision spirituelle. Elle devient un instrument stratégique qui légitime leur action et leur permet de se défendre face aux accusations de fanatisme. Par le biais de leur foi, les assassins ont non seulement construit une organisation secrète puissante, mais ont aussi donné à leur violence une apparence de sainteté, la rendant plus acceptable aux yeux de leurs partisans. Leur engagement religieux n'était pas simplement une quête spirituelle, mais un moyen d'imposer une vision du monde qui servait leur cause politique. Les assassins étaient donc des figures paradoxales, non seulement des acteurs politiques manipulant la religion pour leur propre avantage, mais aussi des fanatiques convaincus que leurs actions étaient justifiées par une mission divine. Cette dualité entre politique et religion, entre pragmatisme et foi, est ce qui rend l'histoire des assassins si complexe et fascinante. Leur héritage, fondé sur un mélange d'idéalisme religieux et de calcul politique, reste aujourd'hui un terrain d'interprétation, où l'on peut lire l'histoire à travers les prismes de la guerre sainte, de la révolution, ou même de la manipulation psychologique. L'image des assassins à travers l'histoire et la culture populaire a souvent été teintée d'une aura de mysticisme et d'invincibilité. Une légende particulièrement marquante est celle selon laquelle les assassins auraient joui d'une forme d'immortalité.
soit par la promesse divine, soit à travers leur engagement radical envers la cause de l'ordre. L'idée que ces hommes pourraient être invincibles, inaccessibles et inviolables par leurs ennemis fait partie des mythes qui se sont cristallisés autour de cette organisation secrète. Mais est-ce que cette représentation d'immortalité repose sur des faits réels ou bien n'est-ce qu'une construction symbolique qui sert à accentuer leur mystère et leur pouvoir? L'immortalité dans le mythe des assassins. Dans le cadre de la légende des assassins, le concept d'immortalité ne fait pas référence à l'absence de mort physique, mais à un type d'immortalité symbolique ou mythologique. L'idée selon laquelle les assassins ne pouvaient être tués ou qu'ils étaient protégés par des forces surnaturelles se trouve fréquemment dans les récits qui circulaient sur l'ordre au Moyen-Âge. Les assassins étaient souvent dépeints comme étant dotés de capacités surnaturelles ou d'une sorte de protection divine qui les rendait invulnérables. Cette vision mystique a été alimentée par les chroniques des croisés, qui, terrifiés par ces ennemis invisibles et insaisissables, les ont souvent décrits comme des êtres quasi divins ou inaccessibles à la mort. L'un des aspects les plus remarquables de cette mythologie est la croyance que les assassins, tout en étant des hommes ordinaires, étaient investis d'une mission sacrée qui leur conférait une forme de pouvoir divin. Cette idée d'immortalité symbolique repose sur la conviction qu'ils étaient sous la protection d'un principe supérieur, que ce soit une divinité, un idéal ou un chef charismatique. Pour les assassins, la mort n'était donc pas une fin, mais une transformation qui permettait d'atteindre une récompense spirituelle infinie. Dans les récits populaires, la figure du chef, en particulier celle de Hassan-i-Sabbah, est parfois vue comme un guide spirituel, presque une incarnation divine, qui aurait transmis à ses disciples la certitude de l'immortalité par la foi. Cette protection divine, ou plutôt l'illusion d'une invulnérabilité spirituelle, pouvait être perçue comme une forme d'immortalité. En sacrifiant leur vie pour la cause, les assassins étaient censés gagner une place éternelle dans le paradis. Ainsi, la croyance en l'immortalité n'était pas seulement un atout psychologique pour renforcer la détermination des assassins, mais aussi un outil stratégique pour maintenir leur cohésion et leur dévouement à la mission. La notion de paradis terrestre est la manipulation des croyances. Une des images les plus puissantes associées à la légende des assassins est celle de leur paradis terrestre, un lieu où les recrues de l'ordre étaient censés goûter aux délices du ciel avant d'être envoyés en mission. Selon certains récits, les assassins étaient drogués ou soumis à des rituels psychotropes qui les plongèrent dans un état modifié de conscience. Dans cet état, ils auraient été convaincus qu'ils avaient été introduits dans un jardin paradisiaque, un espace divin où leurs désirs et leurs besoins étaient satisfaits. Ce paradis terrestre est un aspect central de l'idéologie des assassins, car il permettait de renforcer leur foi et leur engagement envers l'ordre. Les recrues étaient amenées à croire que leur mission de tuer des dirigeants et des puissants n'était pas seulement un devoir politique, mais une obligation spirituelle qui les conduirait directement au paradis. Cette manipulation de la perception du monde physique et spirituel renforçait la conviction que les assassins étaient immortels, ou du moins que leur mort ne serait qu'un passage vers une forme d'existence supérieure. Leur engagement à se sacrifier pour la cause était lié à la promesse d'une récompense céleste, rendant ainsi leur mort un acte de transcendance plutôt qu'un simple acte de violence. Ce paradis symbolique n'était donc pas une simple récompense, mais un moyen de convaincre les assassins que leurs actions, aussi violentes et choquantes fussent-elles, étaient justifiées par un but supérieur. En leur offrant une perspective de rédemption, l'ordre des assassins réussissait à transformer les meurtres politiques en un acte sacré et, en quelque sorte, à leur conférer une forme d'immortalité spirituelle. Les assassins dans la culture populaire, Assassin's Creed et l'immortalité. L'immortalité des assassins dans son sens mythologique a été largement popularisée au XXIe siècle par la célèbre série de jeux vidéo Assassin's Creed, lancée par Ubisoft. Bien que la série se base sur des événements historiques réels, elle incorpore également des éléments fictifs et mystiques qui renforcent l'image des assassins en tant que figures quasi immortelles. L'histoire de Assassin's Creed présente les assassins comme des guerriers luttant pour la liberté et la justice, mais également comme des individus possédant un savoir ancien et secret qui les met à l'écart des autres. Dans Assassin's Creed, les personnages principaux, appelés assassins, sont capables de réaliser des exploits physiques extraordinaires, qui semblent presque surnaturels, grâce à un savoir ancien transmis à travers les âges.
Les jeux mettent en avant une organisation secrète qui, par son influence et sa sagesse, se place au-dessus des autres sociétés humaines. Ce pouvoir, bien que davantage lié à la manipulation des mémoires génétiques et de l'histoire que par un véritable attribut divin, évoque tout de même l'idée d'une immortalité symbolique, où l'ordre des assassins, en raison de ses valeurs et de sa mission, perdure à travers les âges et influence les événements du monde. Cette interprétation moderne des assassins renforce l'idée que, même si l'ordre a été anéanti militairement, son esprit et son héritage continuent à vivre, symboliquement et culturellement. L'immortalité dans ce contexte est moins une réalité physique qu'une métaphore du pouvoir durable que l'ordre des assassins continue d'exercer sur l'imaginaire collectif. L'immortalité est la stratégie de résilience des assassins. Le concept d'immortalité chez les assassins va bien au-delà de la simple survie physique. Dans une guerre qui se livrait non seulement sur le terrain, mais aussi dans l'esprit, l'immortalité des assassins résidait dans leur capacité à persister à travers les âges, à rester présents dans les récits et à maintenir leur influence malgré la défaite militaire. Leur esprit de résistance, leur organisation secrète et leur capacité à opérer dans l'ombre ont permis à l'ordre de continuer à vivre dans la culture populaire et les récits historiques. Les assassins, bien que leur organisation ait été démantelée, ont atteint une forme d'immortalité en devenant des symboles de résistance contre l'oppression et de lutte pour la liberté. Même après la destruction de la forteresse d'Alamut par les Mongols en 1256, les assassins n'ont pas disparu de l'imaginaire collectif. Ils sont devenus des icônes de l'individualisme, de la liberté et de la résistance face à un pouvoir centralisé et oppressif, des thèmes qui résonnent profondément dans le monde moderne. Cette capacité à incarner un idéal de résistance et de liberté confère aux assassins une forme d'immortalité symbolique qui perdure dans les siècles qui suivent leur disparition physique. Le mythe de l'immortalité des assassins, qu'il soit spirituel, symbolique ou même pratiquement immortel dans les récits populaires, a été un facteur majeur dans leur survie culturelle. Leurs noms, leur image et leurs idéaux continuent de fasciner et d'inspirer. Et cette immortalité ne réside pas seulement dans le souvenir historique de leurs actions, mais aussi dans la manière dont ils ont été réinventés et réinterprétés à travers les âges. L'histoire des assassins ne se limite pas seulement aux événements qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur héritage a été façonné et redéfini à travers les siècles, non seulement par les chroniqueurs de l'époque, mais aussi par des forces politiques, sociales et culturelles qui ont tenté d'utiliser leur image pour servir leurs propres intérêts. Ce processus de réécriture de l'histoire des assassins a été particulièrement marqué à la fois par les puissances qui les ont combattus et par des mouvements ou des régimes plus contemporains qui ont choisi de les évoquer à des fins idéologiques. Dans cette partie, nous allons explorer comment l'image des assassins a été réinterprétée dans le contexte des politiques modernes, de la propagande et des mouvements sociaux, et comment ces réécritures ont façonné notre perception de leur rôle historique. Les assassins et la politique coloniale européenne. Les assassins ont longtemps été utilisés comme un outil de propagande dans le cadre de la politique coloniale européenne. Leur image de groupe secret, habité par une volonté de destruction et de subversion, s'inscrivait parfaitement dans les stéréotypes de l'Orient exotique et menaçant qui étaient propagés par les puissances coloniales. Au XIXe siècle, alors que l'Empire ottoman était en déclin et que l'Europe s'engageait dans des entreprises coloniales, les assassins ont été réutilisés dans la littérature et les discours politiques pour incarner l'idée d'un autre dangereux, irrationnel et subversif. Dans ce contexte, l'image des assassins comme tueurs de l'ombre a été utilisée pour justifier l'interventionnisme européen au Moyen-Orient. En dépeignant les assassins comme des fanatiques religieux ou des criminels politiques, les puissances coloniales pouvaient justifier leurs actions en affirmant qu'elles luttaient contre des forces irrationnelles et barbares. Les assassins sont devenus ainsi des symboles du chaos et de la violence qui semblaient nécessiter une civilisation extérieure pour les maîtriser. Cette réécriture de l'histoire des assassins s'est souvent fondée sur des éléments exagérés ou déformés et a été largement exploitée dans les discours orientalistes. La représentation des assassins comme des ennemis insidieux et invisibles a alimenté la peur de l'Orient et a contribué à construire un imaginaire collectif de l'Orient, comme un espace de mystère, de danger et de forces incontrôlables. En cela, les assassins ont été utilisés pour légitimer une vision du monde dans laquelle l'Occident était vu comme la lumière et le progrès, tandis que l'Orient était perçu comme un lieu de décadence et de violence.
les assassins dans les luttes idéologiques du XXe siècle au XXe siècle, alors que de nouveaux mouvements politiques et idéologiques émergeaient, l'image des assassins a été reprise et réinterprétée pour soutenir diverses causes révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Les idées de rébellion, de lutte contre les puissants et de résistance par des moyens secrets ont résonné avec les mouvements qui cherchaient à renverser l'ordre établi, que ce soit dans le cadre de lutte pour l'indépendance, des révolutions sociales ou des mouvements de libération nationale. Les assassins ont été vus par certains comme des symboles de la lutte clandestine contre les autorités oppressives, et leur nom a été utilisé pour justifier des actions violentes ou subversives dans des contextes de guerre civile ou de résistance contre des régimes autoritaires. Dans ce cadre, l'héritage des assassins a été réinterprété comme une forme de résistance justifiée par une cause supérieure. Leurs méthodes, qui reposaient sur des assassinats ciblés et des actions discrètes, ont été adoptées par des mouvements qui se sont sentis contraints à recourir à la violence pour atteindre leurs objectifs. Certains groupes révolutionnaires ont vu dans les assassins un modèle de guerre asymétrique, une stratégie pour s'opposer à des pouvoirs oppressifs qui semblaient invincibles. Dans ce contexte, l'image de l'assassin est devenue celle d'un homme ou d'un groupe de personnes isolées, opérant dans l'ombre et agissant comme un contre-pouvoir. L'idée de faire trembler les puissants par des actions discrètes et ciblées a nourri les récits de groupes révolutionnaires qui se sont identifiés aux assassins dans leur quête de justice. Les assassins et la conspiration, l'influence dans les théories du complot. Les assassins ont également été des figures emblématiques dans la montée des théories du complot au XXe siècle. L'ordre qui avait su manipuler l'opinion et orchestrer des assassinats politique en toute discrétion est devenu un modèle pour ceux qui croient à l'existence de puissances secrètes et de conspirations mondiales. L'image des assassins agissant dans l'ombre et contrôlant des événements par des moyens invisibles s'inscrit parfaitement dans les récits qui prétendent qu'une élite secrète dirige le monde depuis les coulisses. Les théories du complot qui ont fleuri notamment dans la seconde moitié du XXe siècle ont vu dans l'histoire des assassins un précédent pour expliquer comment des sociétés secrètes, cachées et souvent invisibles, exercent un contrôle caché sur les gouvernements, les banques et les institutions mondiales. L'ordre des assassins, avec sa structure secrète et sa capacité à influencer les événements politiques majeurs, est devenu un archétype des sociétés secrètes dans ces théories. L'idée que les assassins ou des groupes similaires en aient pu manipuler les événements à grande échelle a alimenté l'imaginaire de ceux qui croient que des groupes invisibles sont derrière les grands changements mondiaux. Cette image des assassins comme figure de la manipulation secrète et du pouvoir occulte s'est renforcée dans les cultures populaires, notamment à travers des livres, des films et des séries qui explorent dans le thème des sociétés secrètes et des conspirations globales. Ainsi, les assassins continuent de nourrir l'imaginaire collectif de ceux qui croient à l'existence d'élites secrètes contrôlant l'ordre mondial. Les assassins et les jeux vidéo, un modèle d'indépendance et de résistance. L'un des médias contemporains qui a le plus contribué à redéfinir l'image des assassins est le jeu vidéo Assassin's Creed, développé par Ubisoft. La série, lancée en 2007, a réussi à transformer l'image des assassins d'une organisation secrète violente en une équipe de héros combattant pour la liberté. Le jeu, bien qu'inspiré par l'histoire des assassins, présente une vision idéalisée de l'ordre dans laquelle les personnages principaux sont des combattants pour la justice, cherchant à renverser des pouvoirs autoritaires et à défendre la liberté individuelle. Dans Assassin's Creed, l'Ordre des Assassins est un groupe qui lutte pour la liberté contre les forces du contrôle et de la répression. Cette réinterprétation des assassins leur confère une aura de héros révolutionnaires, en contraste frappant avec la réalité historique d'une organisation terroriste. Cependant, cette vision moderne a permis à la figure des assassins de s'intégrer dans les récits contemporains sur la résistance contre l'oppression et la lutte pour la liberté individuelle. En donnant une nouvelle dimension à l'ordre des assassins, la série de jeux vidéo a popularisé l'idée que les assassins sont des symboles de la lutte pour la justice sociale, même si leurs méthodes sont violentes et clandestines. Cette approche a contribué à réécrire l'histoire des assassins de manière à les faire apparaître sous un jour plus favorable et à les transformer en héros populaires, symbolisant la résistance à un pouvoir autoritaire omniprésent. L'image des assassins dans la politique moderne. Enfin, les assassins ont été réutilisés comme symboles dans le contexte de la politique moderne. Dans de nombreux discours politiques,
Les assassins sont utilisés comme métaphore de la lutte contre l'oppression, la résistance face aux puissances autoritaires et même l'idéalisme révolutionnaire. Leur image d'organisation secrète, opérant dans l'ombre pour influencer des événements majeurs, est fréquemment employée pour décrire des mouvements de résistance ou des groupes d'activistes luttant contre des régimes jugés injustes. Dans certains contextes politiques, l'ordre des assassins a été pris comme modèle par des groupes qui prônent la résistance violente contre des régimes dictatoriaux ou des structures de pouvoir jugées corrompues. La réécriture de leur histoire, dans ce cadre, sert à légitimer l'utilisation de moyens extrêmes pour atteindre des objectifs perçus comme justes, transformant ainsi l'image de l'assassin de tueur politique en symbole d'un idéal de liberté et de justice. Au fil de notre exploration de l'histoire des assassins, il apparaît clairement que leur héritage est complexe, indissociable à la fois de la réalité historique et du mythe. De leur origine en tant qu'ordre secret du Moyen-Orient, destiné à influencer les luttes politiques de leur époque, jusqu'à leur incarnation moderne dans la culture populaire, les assassins ont traversé les siècles en alimentant des récits variés qui oscillent entre vérité, fiction et manipulation. Leur histoire, pourtant marquée par la violence et le secret, continue de soulever des questions sur la manière dont les sociétés peuvent se structurer dans l'ombre sur les limites de l'autorité et de l'oppression, et sur le pouvoir des récits dans la construction des identités collectives. Le paradoxe des assassins, violents et révolutionnaires. Les assassins ont souvent été perçus à travers les âges comme des figures de violence, des agents de destruction qui, dans leur quête de pouvoir et de rétribution, ont radicalement bousculé l'ordre établi. Cependant, à bien y regarder, leur utilisation de la violence s'inscrit aussi dans une logique de résistance contre des forces qu'ils percevaient comme oppressives et injustes. Ils ont exploité la vulnérabilité des puissants en frappant là où cela comptait le plus, la tête des empires et des dynasties. Leur violence, bien que systématique, visait un objectif stratégique, l'affaiblissement de ceux qu'ils considéraient comme corrompus ou tyranniques. En cela, ils ont été des révolutionnaires discrets, opérant dans l'ombre mais souvent capables de perturber les équilibres de pouvoir à grande échelle. Il est tentant de voir dans leurs actions une forme de radicalisme religieux ou politique, mais peut-être que cette lecture simpliste occulte la complexité de leur motivation. Les assassins étaient-ils vraiment des fanatiques dévoués uniquement à leur foi, ou leurs actes violents étaient-ils davantage une réponse pragmatique aux contraintes de leur époque ? Leur mode opératoire et leurs idéaux semblent décrire un groupe en quête de justice, mais qui, pour y parvenir, ne reculait pas devant la violence comme instrument de lutte. Ce paradoxe entre le recours à la violence et la quête de justice sous-tend l'image contradictoire des assassins et alimente la fascination qu'ils exercent encore aujourd'hui. Les assassins comme symbole de résistance et de liberté. Au-delà de leur aspect militaire et mystique, les assassins sont devenus des symboles de résistance à l'oppression et leur héritage a été récupéré dans des contextes aussi variés que les luttes pour l'indépendance, les révolutions sociales et même les mouvements modernes de défense des droits humains. Ils incarnent une forme de résistance qui se cache dans l'ombre, préférant agir secrètement et discrètement pour atteindre leurs objectifs, mais toujours avec une vision de justice ou de rétribution. Leur résistance, fondée sur des moyens asymétriques et des stratégies de guérilla, se révèle particulièrement pertinente dans un monde moderne où de nombreux mouvements de protestation se trouvent également contraints d'agir dans l'ombre face à des pouvoirs autoritaires et répressifs. Dans l'imaginaire collectif moderne, les assassins sont souvent perçus comme des figures emblématiques de la lutte pour la liberté, la justice et l'autonomie individuelle face à des systèmes oppressifs. Cette image a été en grande partie façonnée par des œuvres de fiction, telles que Assassin's Creed, qui ont transformé l'ordre des assassins en un mouvement de résistants luttant pour un monde meilleur. À travers cette réinterprétation, les assassins sont devenus des symboles de ceux qui résistent aux injustices, tout en utilisant des moyens radicaux pour s'opposer à des pouvoirs oppressifs. Ce modèle de résistance dans l'ombre, loin d'être une simple justification de la violence, est devenu un principe de lutte pour un monde plus libre et équitable. La transformation des assassins dans la culture populaire. Le rôle des assassins dans la culture populaire a été largement influencé par leur réinterprétation en tant que héros de la justice. Dans des jeux vidéo comme Assassin's Creed, mais aussi dans des films, des romans et des séries télévisées, l'image de l'assassin a été réinventée pour s'adapter aux valeurs modernes de liberté, de lutte contre l'injustice et de résistance aux forces autoritaires.
Le personnage de l'assassin n'est plus seulement un tueur, mais un défenseur des opprimés, un rebelle qui utilise la violence comme dernier recours pour renverser des régimes tyranniques. Cette transformation de l'image des assassins est liée à un processus plus large de redéfinition des héros dans la culture populaire. Alors que les héros traditionnels étaient donc souvent des figures d'autorité ou des soldats de l'armée régulière, les assassins représentent désormais une forme de résistance indépendante, agissant en dehors des institutions établies pour accomplir ce qui semble juste. Cette réinterprétation met en lumière la question de la moralité dans les actions violentes et pose la question de savoir si l'objectif, la justice, justifie les moyens, la violence. L'influence des assassins dans la culture populaire est indéniable, et leur figure héroïque semble se renforcer avec le temps. Au-delà des jeux vidéo et des films, cette image d'assassin engagé dans des luttes secrètes et invisibles, agissant pour la justice, a traversé les frontières de la fiction pour nourrir des discours politiques contemporains. Ils sont devenus des modèles de résistance face à l'autorité, des symboles de la lutte contre l'injustice, incarnant les principes de liberté individuelle et d'autodétermination. La durabilité de leur mythe. Les assassins, bien qu'ayant disparu en tant qu'organisation au XIIIe siècle, ont survécu dans l'imaginaire collectif à travers les âges, transformés et réinterprétés en fonction des époques et des besoins des sociétés. Leur image de groupe mystérieux, opérant dans l'ombre pour renverser des pouvoirs tyranniques, leur a permis de perdurer dans les récits populaires, alimentant ainsi un mythe qui traverse les époques et qui trouve des échos dans les luttes sociales et politiques modernes. Ce mythe, bien qu'historique dans ses racines, a été enrichi au fil des siècles par des éléments fictifs qui ont contribué à maintenir leur mystère. Les assassins ne sont plus seulement un groupe secret du Moyen-Âge, mais une légende vivante qui représente un idéal de résistance, un modèle de rébellion contre l'ordre établi, une quête de justice même à travers des moyens radicaux. Leur impact est tel qu'il dépasse l'histoire de l'ordre pour devenir un symbole universel, applicable à toutes les luttes contre l'oppression et la tyrannie. Une histoire entièrement dévouée au mystère. Les assassins continueront probablement d'alimenter les débats et les spéculations, car leur histoire, loin d'être simplement un récit militaire ou religieux, est aussi celle de la manipulation, du pouvoir secret et des interprétations multiples de la vérité. La mystification des assassins n'est pas seulement un produit de leur époque, mais aussi une construction continue, alimentée par les mythes et les récits qui les entourent. Leur histoire nous invite à réfléchir non seulement sur la violence et la guerre, mais aussi sur la manière dont l'histoire peut être réécrite, transformée et réinterprétée en fonction des besoins de chaque époque. Aujourd'hui, le mystère des assassins reste intact. Leur nom continue de hanter l'imaginaire collectif et leur héritage, bien qu'effacé de l'histoire politique du Moyen-Orient, reste inscrit dans la mémoire populaire où il se mêle à la fiction et à la réalité. Ce qui est certain, c'est que l'ordre des assassins, en dépit de sa disparition physique, n'a jamais cessé d'exister, dans les mythes, les récits et les symboles qu'ils ont laissés derrière eux.